setup, takes the Levert feed. Oh my! Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous faire un nouveau format. On voulait vous proposer des versus, des confrontations, des tu préfères, peu importe comment on appelle ça. L'idée, c'est donc de vous comparer deux joueurs, à la fois pour vous faire un scouting report de ces deux joueurs, mais aussi pour vous parler dans le détail des types de joueurs qu'ils sont et de l'intérêt que ça peut avoir d'avoir un profil plutôt que l'autre dans une équipe. Vous l'avez vu avec le titre. Pour ce premier numéro, on va vous comparer Trae Young et De'Aaron Fox, le meneur d'Atlanta contre celui des Kings, le roi du pick and roll contre le Clutch Player of the Year 2023. Et pour vous accompagner aujourd'hui, on est avec Ben. Salut Ben. Salut Ben, salut tout le monde. Bon, ça va Ben, tu t'es remis de toutes tes émotions olympiques et paralympiques ou t'es encore la tête dedans là? Bah ça va, moi j'avoue j'ai un peu moins suivi quand même les Paralympiques, mais c'est vrai que pendant les JO ça a été 2 semaines où on sort pas de chez soi. Mais non, on est revenu petit à petit dans le rythme classique et maintenant c'est la reprise tranquille du boulot, de la NFL et bientôt de la NBA. Donc t'es moins intéressé par le CC foot que par le vrai foot quoi. Bah malheureusement oui, même si le vrai foot, je me suis rendu compte pendant les JO que bah, putain il y avait plein de sports qui étaient au moins aussi intéressants que ça et que pourquoi on s'ennuie à regarder des mecs pendant 90 minutes font rien. Mais bon après c'est C'est encore un autre débat. un autre débat. On pourrait lancer peut-être On en fera un autre pour, épisode. qu'on pourra peut-être lancer une autre fois. Donc Ben, aujourd'hui, on va donc parler de Trae Young et De'Aaron Fox. En fait, on voulait vous proposer ce format parce qu'on trouvait que c'était intéressant déjà de pouvoir faire des scouting reports un peu complets de certains joueurs. Mais aussi, on se disait que c'était intéressant de se dire, parfois on a des joueurs qu'on met dans la même catégorie de joueurs, mais en fait, ils ont des profils différents. Et les comparer peut nous permettre de nous aider à savoir qu'est-ce qu'on préfère comme profil de joueur ou qu'est-ce qu'on peut avoir en plus que Ben, t'es d'accord en fait, De'Aaron Fox ou Trae Young, tout est entendable. De dire que l'un est meilleur que l'autre, en soi les deux sont entendables quoi. Oui, carrément, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de débats dans l'univers NBA sur les classements. Enfin, les gens aiment bien faire des classements, des tops, etc. Mais on sait que ce qui est plus sensé, c'est de réfléchir un peu par tiers que par un vrai top. Et en fait, là, on s'est dit qu'on allait mettre deux joueurs qui sont normalement dans le même tiers et voir enfin, quelles sont les qualités de l'un par rapport à l'autre et quels sont les défauts de l'un par rapport à l'autre. Et surtout, lequel fonctionnerait dans quel type d'équipe un peu, parce que c'est ça le but final, c'est d'arranger toutes les pièces de ton puzzle pour que ça fonctionne et quelles seraient les bonnes pièces à mettre autour de Trae Young et de De'Aaron Fox. Ouais, parce que moi je suis assez convaincu que quand tu as deux joueurs à peu près du même niveau, finalement ce qui fait la différence c'est plus la façon dont ils sont entourés, la façon dont ils sont optimisés par leur coach que réellement leur niveau intrinsèque. Moi je suis complètement d'accord avec toi, tu vois le truc vraiment des classements, c'est qui le top 1, c'est qui le top 2, c'est qui le top 3. Je trouve ça a un intérêt limité parce que souvent tu as des joueurs qui en fait sont aussi valuable presque les uns que les autres. Et en fait, c'est plus comment ils sont utilisés. Et donc, effectivement, la réflexion entière, moi, j'ai tendance à la préférer qu'à la réflexion en classement pur et dur, quoi. Euh, Ouais, et juste pour finir aussi, enfin, ce que les gens oublient souvent dans ce type de top, c'est que tu le fais à un instant T, à un moment T. Et par exemple, si on en fait un tout de suite et qu'on le publie, dans 3 mois, quand la saison va commencer, ça se trouve, le truc ne sera plus valable du tout parce que notre façon de voir les choses a changé, parce qu'il y a un joueur qui a progressé, etc. Donc c'est vrai que c'est plus prudent et plus cohérent de mettre dans des tops, dans des tiers, pardon. Et il y a certains qui peuvent augmenter de tiers, mais par exemple Trae Young et De'Aaron Fox, on en parlera, mais je suis pas sûr qu'à terme ça change beaucoup de tiers, quoi. ouais. Et comment on pourrait d'ailleurs les catégoriser, ces joueurs? Donc là, on a dit qu'ils sont à peu près dans le même tiers, mais l'idée, c'était de se dire, on va être après sur le même profil. On s'est dit entre nous, on est sur des meneurs go-to guy, premier ball handler, avec des profils très distincts. De'Aaron Fox avec Sabonis, donc je suis sûr que beaucoup vont nous dire le premier initiateur de jeu côté Kings, c'est Sabonis. Ce qui est pas faux, c'est le premier playmaker et tout, mais on est sur quand même deux meneurs autour desquels on construit.
qui sont des go-to guys, qui terminent aussi les matchs, qui initient le plus d'actions quand même si là pour le coup, on va voir, il y en a un qui initie plus pour lui, l'autre qui initie plus pour tout le monde, donc les profils vont changer. Mais c'est ça Ben en fait, on est sur des go-to guys en fait. Premier ball handler, go-to Ouais, guy, meneur de jeu quoi. ouais, bien sûr. Enfin, si toujours dans cette réflexion de tiers, je pense qu'on est dans le deuxième ou troisième tiers de joueurs. Tu as les énormes superstars, et ensuite tu as ces joueurs qui sont des comment dire, pour rester comme ça, border all-star en fonction des saisons, quoi. Si la saison est bonne, ils y sont. Si elle n'est pas bonne, ils y sont pas. Des joueurs qui, pour l'instant, avec les effectifs autour d'eux, visent un premier tour de playoff dans l'idée, mais qui, potentiellement, on l'a notamment vu avec Trae Young, sur un alignement des planètes, peut faire un run un peu plus complet. Et oui, ce sont avant tout des initiateurs de primaires d'attaque, et qui, comment dire, sont reconnus pour être des créateurs. Et comme on l'a dit, créateurs pour soi ou pour les autres, on verra. Mais ce sont avant tout des mecs connus pour être des créateurs et des finisseurs. On a essayé d'être assez méthodique en fait pour pouvoir vous faire cette comparaison. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est que dans un premier temps, on va vous présenter les 6 axes qu'on veut comparer, parce qu'on estime que c'est les 6 axes importants, et d'ailleurs vous pouvez nous dire en commentaire ou sur Twitter si vous estimez qu'il en manquait un. Et puis après on rentrera dans le détail de ces axes en comparant les deux joueurs. Ben, on s'est dit, le premier axe qui est important sur ces profils-là, c'est la création pour soi. Ouais, La création pour soi, c'est évidemment. donc la capacité qu'a le joueur à scorer, hein. On est d'accord, on est là-dessus? Ouais, bien sûr, ouais. Juste important de préciser aussi que ces axes-là correspondent qu'aux joueurs présents. Peut-être qu'on fera un autre épisode dans 3 mois, et ce sera de 3D. Et donc, bon, la création pour soi, c'est important, mais peut-être pas autant que pour les joueurs d'aujourd'hui. Oui. Mais oui, la création pour soi, c'est, enfin, quand on parle de profils comme ça, qui ont la balle la moitié du temps où ils sont sur le terrain, c'est évident qu'il faut avoir un minimum de possibilités de se créer son propre shoot. Ouais, on en parlera d'ailleurs peut-être hein, que ces 6 éléments ne sont pas à mettre au même niveau. Bien sûr, ouais. D'ailleurs. Le deuxième, on s'était dit, c'est la création pour les autres, pour le coup. Ouais, Initiateur de pareil. jeu, Ouais, ouais. premier ball handler, bah forcément, il y a un point important, c'est quelle est la capacité qu'a ce joueur à créer pour les autres. Et là, ça dépend tout autant du joueur que le système dans lequel il est, par moment. Et je pense qu'entre Jaren Fox et Trae Young, là, pour le coup, on va avoir des premiers gros écarts qui vont se créer sur la Ouais, création pour les autres. On s'était dit la défense, évidemment, ouais. forcément. Ouais, même si bah, vous le savez aussi bien que nous, ces joueurs-là ne sont pas mis sur le terrain en premier lieu pour leur aspect défensif. Il n'en reste que quand tu es à 5 contre 5, si tu as un poids défensif, bah, malheureusement, ça peut se payer cher, quoi. Donc c'est un côté plutôt important. Ouais, carrément. Je suis d'accord avec toi, on en parlera, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un débat quand on arrivera sur la défense, sur à quel point c'est important la défense en fait pour ce profil de joueur. Parce que là encore, il y a probablement des gros écarts entre les deux, mais faut voir si c'est un axe très important ou pas. Le troisième qu'on s'est dit, alors on savait pas trop comment le nommer, mais c'est le go-to play, c'est-à-dire c'est comment on évalue leur déjà c'est essayer d'écrire hein, quel est leur go-to play, c'est quoi leur axe principal de jeu et essayer de se dire à quel point il est efficace, de le décrire et de comprendre l'apport que ça peut avoir pour l'équipe. Les deux derniers qu'on s'était donnés, Ben, il y en a un qui est vraiment important, c'est le clutch, c'est-à-dire la capacité à être clutch. C'était ça, hein, on s'était dit, bah, quand tu es ce genre de joueur, tu es quand même souvent investi en fin de match. Quand même beaucoup de matchs, hein, la NBA, c'est quand même une ligue où il y a beaucoup de matchs qui se jouent dans le dernier carton à minima. Voire alors le clutch, hein, ce qu'on appelle le clutch globalement, pour donner un ordre d'idée, c'est les 5 dernières minutes des matchs. On est autour des 5 points d'écart, soit devant, on est soit à égalité, soit derrière. Et c'est les paniers qui sont mis là-dedans, et les actions qui sont jouées là-dedans. On peut essayer de définir le clutch comme ça, Ben? Ouais, c'est ça. Moi, je crois que c'est la définition. Enfin, c'est à partir de là qu'ils prennent en compte les stats NBA. Je crois que c'est les 5 dernières minutes et 5 points d'écart au moins. Je crois que Exactement. c'est ça. Donc oui, bah enfin, en tout cas, moi, je suis plutôt accordé avec la NBA. Ça ressemble à peu près à ce qu'on pourrait appeler du clutch. Et enfin, le dernier, on s'était dit, c'est le leadership. Un élément qui est un peu plus abstrait. Donc là, on est plus sur de la sensation, on sera un peu moins sur de l'évaluation. Parce qu'à chaque fois, on va essayer de vous faire à la fois une évaluation, on va dire, qualitative, c'est-à-dire nous, notre ressenti quand on les voit, et de le coupler avec du quantitatif aussi. Donc ce que les stats nous disent,
sans se perdre dans un afflux de stats qui serait trop important. Le but c'est de parler de jeu, mais d'essayer d'objectiver un petit peu tout ce qu'on voit, et les stats sont une occasion pour parler de jeu. Et enfin le dernier, donc comme je disais, c'est le leadership. Toi Ben, tu mets quoi derrière cette idée de leadership? C'est quoi pour toi le leadership? Alors, en fait, je trouve que le leadership, c'est quelque chose qui peut être un peu utilisé à toutes les sauces. Et donc, on va dire que le terme en soi, je suis pas très, très, très fan. Mais je pense que c'est un peu je vois comme la capacité d'un joueur à rentrer dans un moule d'effectifs et un peu être, comment dire, être une pierre angulaire d'un effectif sans forcément prendre toute la lumière des coéquipiers, réussir à faire briller un peu tout le monde, être incorporé dans un système de jeu sans comment dire, euh, sans juste prendre toute cette place. En fait, le leadership, pour moi, c'est couplé un peu avec le fait d'être un joueur, entre guillemets, humble et de se placer un peu en retrait quand faut savoir le faire, savoir comment dire, parler correctement de ses coéquipiers, etc. Mais ça, après, c'est pareil, c'est que le leadership, il y a beaucoup d'aspects du leadership qui, je pense, ne sont pas du tout connus des observateurs NBA. Tout ce qui se passe dans le vestiaire, ce qui se passe pendant les trajets, etc. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, ça se trouve, Trae Young, pendant les vols, à chaque fois, il fait comment dire, un speech de motivation et tout le monde est ultra chaud, mais on n'est pas au courant. Donc pour moi, on va rester sur les faits plutôt visibles pour nous. Et c'est comment dire, cette vision qu'il laisse paraître de lui quand il est avec son effectif et à quel point là il prend de la place dedans ou pas, quoi. Ouais, ça c'est une première version qu'on peut avoir du leadership. L'autre version, c'est presque l'inverse. C'est la capacité qu'on a à fédérer autour de soi ou Ouais. à créer quelque chose autour de soi. Donc effectivement, on est sur des notions là qui sont très subjectives de ce qu'on préfère, de ce qu'on aime moins. On en reparlera certainement un petit peu plus dans le détail. Mais effectivement, le leadership, c'est globalement, on peut dire que c'est la capacité à avoir une influence, soit sur un projet, soit sur des gens autour de soi pour justement réussir à créer quelque chose. Et là encore, il y aura peut-être des différences importantes qui seront notées. Donc, premier axe, la création pour soi. Deuxième, la création pour les autres. Troisième, la défense. Quatrième, les go-to-play qu'ils ont. Cinquième, le clutch. Sixième, le leadership. Et avec ça, on va essayer de dresser, on va dire, à grosse maille, un scouting report des deux joueurs et de ce qu'on peut avoir sur ce type de profil-là. Ben, est-ce qu'on peut se faire une promesse dans ce podcast? C'est qu'à la fin, on fera un choix. Ça te va ou pas? Si tu veux, ouais, vas-y, Allez, ça me on va. se fait une Ouais. promesse qu'à la fin, on fait un choix. Ça va reprendre position. Je vais pas faire du Youssoufa, mais quand on parle de choses, il faut savoir prendre position, sinon ça a peu d'intérêt. On démarre par la création pour soi, on démarre par De'Aaron Fox ou on démarre par Trae Young? Tu commences ou je Comme commence, tu comme tu veux. le. Bon, vas-y, j'y vais, Allez, je te laisse y aller. si ça te va, comme tu viens de pas mal présenter. Alors, en fait, ce qui est intéressant, enfin, Trae Young, en fait, c'est un profil. Bon, déjà pour commencer, on va dire que je me suis un peu plus occupé de Trae Young et toi de De'Aaron Fox, Ouais. parce que instinctivement, c'est des profils qu'on préférait l'un et l'autre. Mais, comme on vient de le dire, avec l'argumentation de l'autre, il y a possibilité que ça change parce que ce sont des joueurs qui sont à un niveau vraiment minime. On parle, enfin, un écart minime, pardon. Donc moi, Trae Young, en fait, c'est un joueur que malgré comment dire, malgré le fait qu'il m'ait cassé les fesses, enfin qu'il ait cassé les fesses à mes Knicks en 2021, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce que il a ce jeu. Enfin, moi, je suis un très grand fan de Steph Curry. Et c'est un de ceux qui se rapproche le plus de un peu cette folie créatrice et cette volonté de show qui fait partie de la NBA, mais le show à la façon, comme je viens de le dire, Curry. Moi, ce que j'aime dans la création de Trae Young, c'est que euh, je pense qu'on se rend pas compte à quel point il est ciblé, enfin, on le cible quand il est en phase offensive, et à quel point il reste à peu près efficace, voire efficace, alors qu'il a la balle en main 90% du temps, qu'il est très très souvent pris à deux, et qu'il a un physique qui n'est pas du tout fait de base pour être un joueur de très haut niveau de basket. Parce que pour rappel, Trae Young,
1m84, 74 kilos. Donc c'est vraiment pas du tout le profil, par exemple, de De'Aaron Fox qu'on verra plus tard. Et c'est un joueur qui ne drive pas du tout. Il est, de ce que j'ai vu, il était 21e centile au drive la saison passée. Ça veut dire qu'il y a 80% des meneurs NBA qui drive plus que lui. Il prend Donc 17% de ses shoots au cercle. voilà, Donc c'est très bas. Et exactement. effectivement, ça représente Et 21e. c'est Donc en gros, pour qu'on soit d'accord, il y a 79% des meneurs de jeu qui prennent plus de shoots au cercle que lui. c'est ça. Et en plus de ça, c'est des quelques shoots au cercle qu'il prend. Il est absolument pas efficace parce qu'il est à 56%, ce qui fait qu'il est dans le 28e centile. Donc, traduction, il y a près de 70% des meneurs qui qui sont plus efficaces au cercle que lui. Ce qui est plutôt problématique parce que, comme vous le savez tous, Trae Young c'est un excellent shooter. Donc, qui dit si tu sais driver en plus, dit lancer et dit point gratuit. Et pourtant, malgré ça, il reste à 101 de TS+. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le True Shooting Plus, c'est l'ajustement de l'efficacité par rapport à la ligue. Et quand tu es à 100, tu es pile dans la moyenne. Donc 101, ça veut dire que tu es juste au-dessus. Donc ça, c'est Peut-être pour plutôt très compléter, bien. peut-être pour Ouais, compléter vas-y. sur ce côté stats, De'Aaron Fox, lui, cette saison, il était 98e, enfin, il était à 98 au TS+, donc il était 2% en dessous Ok. de la moyenne. Donc il était à 103 l'année dernière. Sur les 2 dernières années, je crois que Trae Young l'année dernière, enfin l'année d'avant, pardon, il était un tout petit peu en dessous de 100 de Ouais. mémoire. Donc en fait, sur les 2 dernières années, on est globalement au même TS+, tous les deux. Donc sur Hmm. l'efficacité, ils sont très proches, mais ce qui est Ils sont dans intéressant, le même. et ce que fait Ben, c'est de comprendre dans le détail pourquoi ils sont à ces niveaux-là. Qui sont pas des niveaux, qui sont des niveaux ok parce que c'est des joueurs à très très haut volume, mais c'est pas non Ouais. plus. Justement, c'est ce qu'on aimerait de ces deux joueurs. On aimerait que l'efficacité monte, hein, pour le coup. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en C'est parler. ça. C'est que, en fait, pour l'instant, notamment Trae Young, c'est un joueur qui a un immense volume de ballons balle en main, qui a une efficacité correcte, mais c'est le genre de profil, si pour quelconque raison l'année prochaine il monte son efficacité de quelques points, là bah c'est au revoir pour tout le monde parce qu'il sera complètement injouable quoi. Mais la question qu'on va se poser c'est est-ce qu'il est possible qu'il puisse augmenter au vu de son profil? Et comme je viens de le dire, le fait qu'il ne puisse pas driver ou qu'il le fasse peu et mal, ça met quand même un certain frein à son potentiel pour le futur. Cependant, bah, comme vous vous en doutez, au niveau du 3 points et du midi-distance, s'il est dégueu au drive, bah, c'est que c'est plutôt correct dans les deux autres domaines. Mais peut-être on va passer sur Darren Fox et au pire on reviendra, on Non, fera mais un échange. on peut, de toute façon, faire des allers-retours. Moi, je trouve Ouais, que sur Trae Young, sur l'accès au cercle, je suis pas convaincu qu'il soit capable de faire plus, parce que je ouais, trouve je quand pense même aussi. que globalement, en fait, sur l'accès au cercle, globalement, qu'est-ce qui vous permet d'accès? Je me le suis pas listé, donc je vais faire un peu en impro, mais je trouve que sur l'accès au cercle, il y a plusieurs critères qui sont importants. Le premier, c'est ton toucher. Tu vas beaucoup au cercle parce que tu as un bon toucher qui te permet de finir. Le toucher de Trae Young, je me suis pas spécialement attardé dessus, mais moi il m'a toujours semblé plutôt très bon. Il n'y a pas trop de sujets Et sur son toucher. Donc ça, c'est ta capacité à être efficace quand il y est. Malgré tout, on voit qu'il est pas si efficace que ça. Après, pas si efficace que ça, tout s'entend, hein, c'est quand même 56%, donc ça va, hein, quand il y va, ça se passe bien. Le deuxième, c'est la capacité à absorber le contact. Et ça, pour moi, la capacité à absorber le contact, c'est ça qui fait ta fréquence. Parce que le problème quand tu vas au cercle, c'est que c'est extrêmement usant pour le corps. Et si en plus tu exploses au contact, en fait, au bout de 2-3, tu n'y retournes pas parce que physiquement, tu exploses. Et là-dessus, pour le coup, ils ont une grosse différence tous les deux. Moi, je trouve, même si les deux sont pas bien élites sûr. là-dedans, Trae Young, pour le coup, il subit son physique très fluet et très petit. Et au contact, il explose complètement. Donc, il est souvent au sol, il est souvent dans des situations de déséquilibre. Et je suis pas convaincu qu'il soit capable d'y aller beaucoup plus au cercle que ce qu'il fait aujourd'hui. Je suis d'accord. Et puis même, euh, Darren Fox, il a une vivacité naturelle qui, pour l'instant, vu qu'il est encore dans ses années, on va dire, plutôt jeunes, ou son prime bah, ça fonctionne encore. Très Young, tu vois quand même que sur le premier pas, même s'il a le ball handling parfait, le premier pas, si l'écran il n'est pas parfait,
bah, il a vraiment du mal à complètement déposer certains joueurs parce qu'il est défendu par potentiellement des mecs qui font 20 centimètres de plus que lui. Donc ça veut dire des plus grandes jambes, donc ça veut dire plus de potentiel pour passer l'écran. Et c'est vrai que, on va dire, tout ce qui est aspect physique du drive, c'est là où il pêche clairement. Mais sauf que, comme on l'a dit, 1m85, 74 kilos, il peut pas faire beaucoup plus que ça, quoi. Et c'est pour ça que ça va être dur de progresser. Il va pas prendre 15 centimètres et 20 kilos en quelques semaines. Là, ça va être un peu compliqué. Et je trouve que tu vois, l'évaluation qu'on a globale sur Trae Young, moi je trouve que une grosse partie de son évaluation, elle est basée sur l'année 2021-2022, qui était sa quatrième année. C'est l'année où ils vont en playoff et effectivement ils font finale de Ils font conférence finale de de mémoire. conf. Où en fait, on a eu l'impression durant cette année d'avoir le Trae Young qu'on doit avoir. Donc son efficacité au tir était à 39%, c'est son record en carrière. Il était 81e percentile à l'efficacité au tir à 3 points. Et en fait, si tu regardes sur l'ensemble de sa carrière, en fait, il est super bas sur l'efficacité au tir à 3 points comparé. Alors après, il a un volume énorme, hein. Il a un volume énorme, ça a d'autres intérêts, on en parlera sur la création pour les autres. Mais en fait, moi, je pense que la vraie marge de progression de Trae Young, et pour le faire exploser son efficacité, c'est justement cette efficacité à 3 points qui, si elle monte, va lui permettre d'exploser cette efficacité. Et d'ailleurs, sur cette année-là, il était 7% plus efficace que la moyenne, ce qui est énorme sur ce volume de tir-là pour le coup, qu'il n'a pas réussi à retrouver. Et c'est là où, en fait, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je commence à me demander dans quelle mesure Trae Young va être capable de trouver un schéma de tir à 3 points plus fonctionnel. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors c'est pour ça que moi je vais être très très intéressé par la saison prochaine d'Atlanta, parce que dans ce cadre de comment dire mettre toutes les conditions possibles pour que Trae Young soit efficace au shoot, avoir des Dejounte Murray à côté, c'était pas la meilleure option pour l'optimiser. Donc là, j'aimerais bien le revoir un peu dans cette situation comme on l'avait vu en 2021, 2021-2022, où c'était vraiment balle dans les mains de Trae Young tout le temps, des shooters, un mec qui lui pose des pics, et allez, on y va, et bon courage pour tout le monde. Si ça rentre pas, bon, bah, on joue la 15e place, mais c'est pas grave, on y va, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu ce joueur qui tout double, Ouais. quoi. En fait, il y a moins de certitude qu'un gars comme De'Aaron Fox. Parce que De'Aaron Fox, on en reparlera, quand il décide de driver, il y va et t'en as un sur deux qui finit dedans ou sur le lancer et tu sais à peu près que ça arrivera. Trae Young, il y a des passages qui sont plutôt à vide et quand ça passe à vide, ça passe vraiment à vide, quoi. Et alors, juste, il y a des éléments qu'il faut avoir à tête, hein, quand la NBA compte les shoots au cercle. Je sais pas trop, mais moi, de ce que je comprends, tout ce qui est flotteur n'est pas vraiment compté. Il est plutôt compté dans le bout Non, des short c'est mid. short mid-range. Ouais. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, là, ils ont un point commun tous les deux. C'est que c'est deux joueurs qui prennent beaucoup de ce qui est comptabilisé comme des mi-distances, mais en fait, ils prennent beaucoup de short mid. Ouais. Et pour le coup, ils ont des niveaux d'efficacité qui sont assez hauts là-dessus. 31% des shoots que prend Trae Young, c'est des short mid. Et pour le coup, avec un Ouais. niveau d'efficacité qui est pas mal, 46%. Alors, c'est pas par Ah ouais, rapport donc à un shoot au cercle, pour le coup. c'est un excellent joueur de mid-range, Alors, je Trae Young. pense, je pense que le terme d'excellent n'est pas exact. Je pense que c'est un. Alors, oui, excellent joueur de mid-range, c'est un. Non, pour moi, c'est un bon joueur de mid-range, tu vois. Oui. T'es 65e percentile. Sur le flotteur, c'est pareil, tu vois. Il a plutôt un très bon flotteur et un bon mid-range. Euh, une fois de plus, je pense qu'il faut comparer, il faut distinguer leurs capacités techniques, et les capacités de Trae Young sont extraordinaires, et la capacité qu'il a à prendre un shoot qui est pas compliqué. Et qui là, tu l'as décrit par son physique qui est plus difficile dans le cas de Trae Young. Et là, pour le coup, tu te retrouves avec un trait caractéristique de son jeu, quoi. Effectivement, techniquement, il est extraordinaire, hein. Enfin, il n'y a pas de, Ah bah oui. y a pas de sujet. Et du coup, tu vois, le bilan, toi, que tu fais sur Trae Young, sur sa création pour lui, on va continuer à parler, hein, mais c'est quoi pour toi, tu vois, on est sur un joueur qui est plutôt élite sur la création pour lui. Tu dirais qu'il n'est pas tant élite que ça. C'est quoi ta considération, toi? Hum, alors, en fait, je pense qu'il faut toujours, quand on dit élite ou pas, etc., c'est prendre en compte, donc évidemment, les stats du joueur, mais un peu le contexte qu'il y a autour de lui. Et comme on va le voir, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau du contexte, Trae Young, c'est beaucoup plus compliqué d'être efficace et d'être élite
que De'Aaron Fox, qui est un peu plus aidé dans le système, j'ai l'impression. Donc moi, je pense qu'à son échelle, je veux pas dire que c'est élite, mais ça peut très rapidement se rapprocher si sur la saison prochaine, c'est un peu plus cohérent que sur les deux précédentes, quoi, je pense. Ouais, j'entends ce que tu dis. Moi, j'ai une vraie question qui se pose au fil du temps sur est-ce que Trae Young est vraiment élite en fait au scoring. Et il est un joueur d'exception, ça j'ai pas de doute, parce que de toute façon il est capable d'assumer un volume de dingue, et moi je trouve que le volume c'est important, tu vois, d'être capable Enfin on Bien parle quand sûr, même ouais. d'un joueur qui a 25 points par match, et on y verra après, mais on se passe, donc le volume est dingo. Mais je sais pas si la vraie question que je me pose c'est, est-ce que c'est au point d'en faire un franchise player, tu vois, comme on le fait avec un Luka Doncic, ou comme des joueurs en fait avec lesquels tu vas au titre. C'est là où je me pose la question, tu vois. Bah, Est-ce qu'il est moi, capable de ça? Ou Steph Curry, hein, ou tu vois, ou Steph Curry, ouais, tu vois. ouais, bah, moi, je pense que ça peut le faire, mais on reviendra peut-être dessus dans une autre catégorie. C'est un joueur qui a besoin vraiment d'un entourage sur mesure, je trouve. C'est le joueur qui, je trouve, enfin, c'est l'un des joueurs, je trouve, qui peut vraiment, son niveau peut vraiment varier de moyennasse à excellent en fonction du Ouais, casting autour de lui. Et c'est l'un des joueurs de sa catégorie où c'est le plus le cas, j'ai l'impression. ok. Parce que, comme on l'a dit, comme il drive peu, bah, il a besoin de énormément de shooting autour de lui. Il a pas, enfin, ils ont essayé un peu de développer son jeu off-ball, mais ça n'a pas été tout à fait ça. Donc, faut pas trop qu'il y ait un énorme ball handler à côté de lui, mais il faut quand même une seconde option. Et en Et il s'est pas trop investi dedans. oui, c'est ça. Ouais, Et c'est pas que le en coaching plus, staff, c'est aussi que ouais, lui, ouais, ouais, bien sûr, il a oui, pas oui, fait oui, des oui, efforts non, de mais dingo, hein. ça a pas Ouais. trop fonctionné de tous les côtés, quoi, j'ai envie de Mm. dire. Et en plus de ça, on reviendra dessus, défensivement, c'est compliqué. Donc, il faut vraiment un supporting cast, pardon, parfait. Ouais. Par contre, je pense qu'avec un supporting cast parfait, c'est un joueur potentiellement vraiment franchise player de très haut calibre, quoi. Donc tu penses Et pour le qu'il coup, est capable de tutoyer ce que fait par exemple, je trouve qu'il y a un bon exemple, tu vois, un profil de ce type-là, autour duquel il faut construire sur sa capacité au scoring, hein, on parlera du reste, un Jalen Brunson par exemple. Pour toi, ça peut être de ce niveau-là? je pense que Ouais, ça peut y être, ouais, ça me ok. choquerait pas. Ok. On fait un peu de détails sur De'Aaron Fox, sur sa création pour lui. Ouais, bien sûr. Donc De'Aaron Fox, comme on l'a dit, 98e au TS Plus cette saison. Donc 2% en dessous de la moyenne, il était 3% en dessous de la moyenne l'année dernière. On est globalement pareil, on est sur des mecs à très haut volume qui arrivent quand même à conserver une bonne, enfin une efficacité correcte. Donc en fait, ils justifient leur haut volume, ce qui en soi est déjà exceptionnel et c'est pour ça que c'est des joueurs d'exception. Alors, la baisse statistique de De'Aaron Fox, moi je la trouve, enfin la baisse, l'efficacité de De'Aaron Fox, je la trouve pas très inquiétante parce qu'il a opéré une transition dans son jeu cette année qui pour moi était une transition nécessaire, c'est qu'il a augmenté son volume de pull-up à 3 points. Il y a 2 ans, il était à 2 pull-up à 3 points par match, il est passé à 4,5. Ce qui est énorme en fait en termes de différence. Quel est l'intérêt d'augmenter le volume de pull-up à 3 points? C'est que ça ouvre le jeu pour les autres. Et donc normalement, ça doit avoir un impact sur le flow général du jeu. Donc même si vous avez une efficacité qui est un poil en dessous, on en parlera avec Trae Young qui est un excellent exemple de ça, avec une efficacité légèrement en dessous, mais par contre ça débloque complètement la création pour les autres. De'Aaron Fox, il est en train d'essayer de faire cette transition-là. Il est passé de 30% de réussite il y a 2 ans sur le pull-up à 3 points à 35,6%. Donc il commence à rentrer dans un truc acceptable, mais par contre en augmentant énormément son volume. Donc pour moi, il est dans une phase de transition sur son scoring, et ce qui explique cette petite baisse qu'on a eue l'année dernière. Et je serais pas surpris que cette année ça se restabilise et qu'il continue à poursuivre là-dessus. J'ai pas regardé dans le détail de l'année. Ce que j'avais quand même en tête de mémoire, c'est qu'en début d'année, il était très efficace sur son pull-up à 3 points et que c'est descendu dans l'année. Donc ce qui n'est pas forcément rassurant pour l'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de se dire qu'il a ça parce que globalement, il a un jeu qui se passe beaucoup dans l'exploitation des espaces ouverts. Donc pour le coup, il va beaucoup à mi-distance. Et il a un jeu qui est beaucoup porté sur le mi-distance. Tous les deux ont un volume à mi-distance qui est très très important, hein. Ils font partie des joueurs qui prennent le plus de mi-distance. Je crois que dans le cas de De'Aaron Fox, il y a 46% de ses shoots qui sont pris à mi-distance. Avec un bon niveau d'efficacité, avec un excellent niveau d'efficacité sur les short mid. Parce qu'il est 91e percentile sur les short mid. Et il a une arme en plus de Trae Young. C'est que c'est le troisième joueur de la ligue qui met le plus de contre-attaques, pour le coup,
qui a un schéma de jeu extrêmement efficace. Il a 1,16 points par possession en contre-attaque, là où Trae Young est à 1,08. Donc là, pour le coup, il est vraiment dans l'élite sur le jeu en contre-attaque, et on en parlera, ça se base aussi sur sa défense. Moi, je trouve que De'Aaron Fox, je sais pas ce que tu en penses, mais effectivement, j'ai l'impression qu'on est plus proche du produit fini que Trae Young, et ça correspond aussi à son équipe qui est proche d'un produit fini. Et du coup, ça se traduit un peu dans la maturité de son attaque, que moi j'aime bien. Je trouve que sa création pour lui, elle est vraiment intéressante parce qu'il a une capacité à aller sur ses spots qui est vraiment bonne. Et je suis intéressé par cette transition qu'il est en train de faire. Je sais pas ce que t'en penses, Ouais. toi. Non, non, je suis complètement d'accord. Et en fait, je trouve que c'est un des sujets dont on parle beaucoup en NBA sans vraiment trop en parler. C'est le physique de certains joueurs. Ouais. C'est que De'Aaron Fox, on en parle comme ça, on dit ah, il est rapide, ah oui, quand il va en contre-attaque, ah, il est explosif, il dunk. Mais en fait, c'est plus que ça, c'est que le physique de De'Aaron Fox lui permet de débloquer certains spots et certaines facilités dans son jeu qu'il arrive ensuite à surexploiter parce que c'est un bon joueur. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a plein de joueurs qui ont un physique avantageux et qui s'en servent pas. Là, il a l'avantage d'avoir un physique avantageux, et lui, il a compris comment s'en servir. Donc, comme tu as dit, il évolue, il se permet de plus pull-up à 3 points pour créer d'autres dangers, ce qui lui libère d'autres espaces pour drive, pour faire autre chose. Et c'est vrai que moi, c'est un joueur que je voyais pas du tout à ce niveau il y a quelques années. Et faut bien avouer que je pense qu'il a surpris pas mal de monde parce que on s'est retrouvé avec un joueur ultra intelligent qui sait comment se mouvoir sur le terrain, trouver, comme tu l'as dit, ses bons spots, qui sait alterner entre laisser la création pour autrui, on va notamment revenir dessus avec Sabonis, etc. Savoir quand lui il doit prendre des shoots un peu plus compliqués parce que c'est son rôle de ball handler primaire, savoir pénétrer, savoir relancer les bonnes contre-attaques. Donc non, franchement, c'est assez impressionnant, mais comme tu l'as dit, je pense qu'on est par contre pas loin du produit fini comment dire, de De'Aaron Fox, là où il y a peut-être un peu plus de marge sur Trae Young. Ils ont 8 mois d'écart, hein, donc c'est des joueurs qui ont quasiment le même âge, Oui, au mais niveau de l'âge, oui, oui. au-delà de l'âge, effectivement, il y a la question de enfin, de dans quel point ils sont dans un produit fini globalement, et donc de la mise en place tactique qu'il y a autour, et effectivement, celle de De'Aaron Fox, elle est mieux. Pour le coup, c'est vrai que cette année, il y a quand même une chute d'efficacité de De'Aaron Fox. Il est 44e pourcentile sur l'efficacité sur son poste, ce qui est assez bas. Pour le coup, là où Trae Young est 63e et pour le coup est plutôt stable, donc il a un PSA vraiment intéressant, hein, pour le coup, Trae Young, et c'est un peu plus stabilisé. Moi, je suis intéressé là par cette transition qu'il est en train de faire, qui je pense est un peu un tournant dans sa carrière, et je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'il a compris que pour être un joueur élite, vraiment élite, ça passait par ça. Ça passait par le fait qu'il arrive à mettre du pull-up à 3 points au volume pour faire monter. C'est quoi l'intérêt du pull-up à 3 points au volume, hein? C'est libérer la raquette en fait, hein. C'est de se dire que du coup, Bien le sûr, mec oui. sur le pic, il va devoir monter sur vous, ce qui vous ouvre, dans le cas d'un De'Aaron Fox, le drive, et dans le cadre d'un Trae Young, on en reparlera, mais peut-être plus du playmaking. Et pour le coup, c'est un élément intéressant pour lui parce que il est très efficace au cercle. C'est 67% d'efficacité au cercle, c'est très très bien. Il est 77e pourcentile, mais il a un volume qui est encore un peu bas pour le coup, De'Aaron Fox. Il est que 33e pourcentile sur l'accès au cercle sur son poste. Il y va que 19% du temps, et c'est là où pour le coup il a une marge de progrès intéressante. S'il arrive à augmenter son volume d'accès au cercle vu son efficacité, là il va vraiment pouvoir changer de catégorie. Et je trouve ça intéressant qu'il soit dit, voilà, une fois de plus, que ça passait par plus de pull-up à 3 points et qu'il essaye de le mettre en place. Parce que il joue pas tant que ça en cut, hein, et en end-off, enfin on y reviendra, mais c'est pas Malik Monk non plus, quoi. C'est vraiment un ball handler primaire quand même Ouais. avec Sacramento. Il y a lui et Sabonis, mais il joue beaucoup pour lui. Globalement, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est un joueur qui cherche beaucoup plus le scoring et donc la création pour soi que Trae Young? Oui, complètement. Oui, il est plus naturellement attiré par le panier. Alors, je pense que si on parlait, enfin, je disais juste avant que c'était le mec qui était le plus proche du produit fini.
S'il y a un aspect sur lequel je le vois encore un peu progresser, c'est peut-être en effet ce passing game, parce que ça me semble être un joueur plutôt intelligent, et donc un peu réduire cet aspect scoring pour un peu plus de passing, ça pourrait être une belle marge de progression. Mais oui, il est beaucoup plus attiré par par le fait de marquer des points que Trae Young. Enfin, beaucoup plus. On va dire plus, est-ce que beaucoup, je sais pas, parce que Trae Young, ça reste quand même un bon gros croqueur. Donc c'est vrai que les deux sont quand même assez. En fait, les deux sont des gros scoreurs, des gros shooters de volume, mais il y en a un qui, en plus de ce gros aspect de shooting, amène plus de création quoi, pour les autres. Bah, peut-être qu'on peut faire la transition du coup Ouais, sur ouais, bien sûr. la création pour les autres justement. Juste peut-être si on fait un bilan là sur cette création pour soi, toi en soi du coup tu préfères Trae Young ou tu préfères De'Aaron Fox? Alors, je pense que, en fait, moi, je préfère le profil de Trae Young, Ouais. mais il n'est pas optimisé pour l'instant. Donc, si on me dit tout de suite, en fait, je pense que le profil de Trae Young est plus adapté si tu veux aller ultra loin. Enfin, mais il a une variable beaucoup trop variable, quoi. Alors que, comment dire, De'Aaron Fox, j'ai l'impression, c'est déjà un profil un peu fini. Et donc, tu sais ce que t'as, pardon, tu sais ce que t'as pas. Et t'es quand même un joueur qui peut régulièrement t'amener en playoff, enfin, dans ces eaux-là. Par contre, est-ce que avec un go-to guy comme lui, tu peux aller plus loin? La question se pose quand même pas mal. Donc moi, je serais plutôt tenté de dire, je préfère prendre entre guillemets, le meilleur potentiel et essayer de bien l'entourer, plutôt que prendre un gars qui t'amène au premier tour des playoffs, quoi. C'est un peu mon. Ouais, Donc je prendrais plus Trae Young dans l'idée. alors c'est presque une réflexion globale sur Oui, les deux. c'est Mais ça, c'est théorique un peu. ouais, oui, oui, puis même c'est presque au-delà de la création pour soi ce que tu décris. Oui, bien sûr, Mais on y évidemment. reviendra. Moi sur la création pour soi, je pense en soi, je préfère le profil de De'Aaron Fox. C'est-à-dire un joueur qui est quand même capable de shooter si tu passes sous l'écran, mais qui globalement va plus chercher des zones qui se rapprochent du cercle et notamment des zones au cercle. Hmm. Mais je comprends parfaitement ce que tu dis sur Trae Young et je trouve ça parfaitement entendable, notamment parce que ça permet d'ouvrir d'autres choses. Et là, c'est la limite de prendre un axe comme la création pour soi et de s'arrêter juste à ça. C'est que forcément, elle doit avoir un lien avec la création pour les autres. Mais j'aime vraiment bien ce côté sur De'Aaron Fox. Et sur Trae Young, je commence à avoir des doutes sur sa capacité à être efficace au tir à 3 points. Ouais, Et je il comprends. l'a fait une saison, mais une saison où on sait qu'un peu tout le monde était très très haut sur l'efficacité. L'année dernière, on était à peu près milieu de tableau, on va dire, là-dessus, avec un énorme volume. Par contre, milieu de tableau sur l'efficacité avec un énorme volume, donc c'est déjà très fort. Je suis très impatient de voir la saison prochaine ce que ça donne. Et je pense qu'à la fin de la Moi saison aussi. prochaine, si on est encore sur un truc où il n'arrive pas à être efficace Ouais. sur son tir à 3 points, je vais arrêter d'y croire. Ouais, Je... je suis plutôt d'accord avec toi. Je veux pas dire que c'est une saison de dernière chance, mais c'est une saison où là, il est censé être en pleine maturité et autour de lui, on lui a, entre guillemets, dégagé un peu les problèmes qui pouvaient les gêner dans le jeu. Normalement, même si on sait jamais comment ça fonctionnera, et puis je dis pas que Atlanta sera contender pour le titre, mais d'un point de vue individuel, il devrait retrouver des standards un peu plus hauts que ce qu'il a eu ces deux dernières saisons plutôt compliquées, quoi. Et si c'est pas le cas, là, faut vraiment s'inquiéter. Sur la création pour les autres, tu avais commencé à parler un peu de De'Aaron Fox et ses capacités de progrès. De'Aaron Fox a déjà. Enfin, il y a deux périodes dans la carrière de De'Aaron Fox sur la création pour les autres. On va dire il y a la période avant Sabonis et la période après Sabonis. Qui pourquoi était importante? Pourquoi? Parce que le style des jeux de Sacramento a changé et ce qu'on demandait à De'Aaron Fox a changé. Ils sont passés d'un jeu de relance et de pick and roll à un jeu qui. Sabonis c'est probablement le joueur qui se rapproche le plus de Nikola Jokic dans le profil. D'ailleurs, je crois qu'en termes de passes décisives, j'ai pas le nombre de passes décisives de Sabonis, mais je crois qu'on est au-delà des 8 passes D par match, hein, ce qui est vraiment, ce qui pour le coup est Ouais. vraiment énorme. Je regarde en même temps, excusez-moi. Ah, vas-y, continue, je regarde, t'inquiète. 8,2, ouais, on est à 8,2, Ouais. donc on est vraiment sur un volume énorme et Sabonis est devenu le premier créateur de son équipe. Et là, on est sur des styles de jeu qui sont parfaitement différents. De'Aaron Fox, quand il était en créateur primaire, c'était plutôt un bon passeur, c'est un bon passeur, mais c'était quand même déjà un joueur orienté vers le scoring. C'est-à-dire que son Mm. rapport assist-usage, c'est-à-dire à quel point tu vas faire des passes d'ess dans ton usage, dans ton usage général, a toujours été très bas. Donc ça a toujours été un joueur qui était plus concentré sur son scoring à lui.
Par contre, il a été capable d'avoir des saisons avec un haut volume de passes décisives. Bon, sur ce côté-là, c'est là où il va avoir, je pense, le plus gros écart par rapport au premier. Le usage déjà de De'Aaron Fox par rapport à Young est très très bas. Il a 24% d'usage, là où Trae Young est à 43,5%. Et donc le usage de Fox, il est essentiellement utilisé pour son scoring, étant donné c'est le joueur de la ligue qui a le ratio usage assist réalisé sur le terrain quand il est sur le terrain le plus bas de toute la ligue. Chez les meneurs de jeu. Donc c'est de tous les meneurs de jeu de la ligue, c'est celui qui cherche le moins à créer pour les autres quand il a le ballon. Après il l'a beaucoup, donc forcément comme il a beaucoup, il va faire des passes D, mais c'est celui qui cherche le moins. Donc effectivement, on n'est pas sur un gars qui crée énormément. Malgré tout, je trouve quand même que il a plutôt des bonnes lectures. Je pense qu'il faudrait regarder, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avant-dernières passes qu'on comptabilise pas, parce qu'il joue quand même pas mal de pick and roll avec Sabonis. Et il cherche beaucoup Sabonis sur le short roll, et Sabonis derrière fait la création. Et ça, on le compte jamais dans ces stats-là. Mais je trouve que là-dedans, il est quand même pas mal. Je pense qu'il est loin d'être élite sur la création, mais c'est quand même un bon créateur. Il est même au-dessus des minima. Et on est loin d'être sur un point faible, pour le coup. Et on est même loin d'être en deçà des attentes compte tenu de ce que veut faire Sacramento. On est même, je pense, un peu au-dessus des attentes compte tenu de ce que fait Sacramento. Mais voilà, avec un passage depuis l'arrivée de Sabonis où finalement on ne lui en demande plus beaucoup là-dessus et on lui demande de se concentrer sur le scoring pour lui. Je te laisse la main pour Trae Young où là, pour le coup, c'est feu d'artifice. Ouais, bah ouais, Trae Young, c'est vrai que quand tu penses au meilleur passeur de la ligue, c'est l'un des premiers noms qui revient en tête, parce que comme tu l'as dit, il a un usage énorme. Donc après, les usages, ça dépend les sites, comment ils les comptabilisent. Mais par exemple, sur Cleaning the Glass, il est à 34,6, qui donne le 93e centile. Donc voilà, il y a Ouais, que 7% c'était des le jeux. usage de NBA.com, je Ouais, crois. voilà, Ouais. c'est ça modifie un peu, c'est pour ça que je précise. Et pour donner un ordre d'idée, donc il est 93e centile, donc c'est-à-dire qu'il y a que 7% des meneurs qui, en gros, touchent plus le ballon que lui, enfin finissent des actions plus que lui, que ce soit par la passe, une perte de balle ou le shoot. Et il a toujours été au-dessus du 93e centile dans sa carrière. 93e, c'est moins bien. Donc il y a des saisons à 100, 98, 98, 96. Donc bon voilà, c'est quelqu'un qui a toujours la balle en main. Et c'est vrai que on lui donne toujours la balle en main pour la simple unique raison que c'est un passeur d'élite. L'assist percentage, alors je sais plus comment c'est calculé, mais c'est le pourcentage que sur ces passes que les joueurs prennent un shoot, je crois, c'est les teammates prennent Ouais, c'est un ça, shoot, une exactement. passe. Et donc il est à 43,5%, 90e pourcentile. Donc c'est potentiellement presque le meilleur joueur de la ligue à ce niveau-là. Et c'est vrai que Mais attends, je fais euh, juste une correction parce que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Je me suis trompé dans mes fiches. Les stats que je vous ai donné, le 24 par rapport à 43, c'est l'assist pourcentage effectivement. Sur le usage, De'Aaron Fox est à 32% et Trae Young à 34%. Je me suis planté voilà. dans mes fiches juste pour rectifier. Et, hum, et oui, en fait, ce qui est assez impressionnant avec Trae Young, c'est que, comme tu l'as bien précisé, c'est pas un shooter d'ultra élite à 3 points. C'est un mec qui est plutôt bon, mais pareil, pas élite à mi-distance pour l'instant. Et il arrive quand même à être dangereux, peu importe la situation, juste grâce à son passing en fait. C'est que il arrive à trouver des situations, enfin, tout ce qui est possible de faire en passing, il peut quasiment le faire. Il y a pas mal de fois où, comme c'est l'option numéro 1, il y a des prises à 2 sur lui, le joueur libre, il te le trouvera sans souci. On n'a pas encore évoqué, mais c'est peut-être actuellement un top 3 joueur de pick and roll. Et je crois que c'est celui, j'avais regardé, j'ai pas le stade sous les yeux, mais c'est celui qui a le plus grand, comment dire, c'est celui qui en fait le plus par match, enfin qui en faisait, pardon, le plus par match la saison passée. C'est genre 12 possessions en pick and roll par rencontre, ce qui est énorme. Euh, Pareil, quand faut mettre de la relance, les passes rapides pour accélérer le jeu, il peut le faire. Enfin, en fait, tous les profils de passes
est faisable comment dire, pour Trae Young. La seule problématique qui vient un peu avec cette question, il y en a certains qui arrivent à ne pas l'avoir comme Chris Paul, mais c'est pas le cas comment dire, de Trae Young, c'est que ça amène quand même pas mal de pertes de balles. C'est quelqu'un qui est au turnover percentage, qui est 21e centile. Donc ça veut dire quand même il offre pas mal de ballons à ses adversaires et c'est peut-être comment dire quelque chose qui doit améliorer. Mais après c'est Qui inhérent à son réglera jeu jamais. risqué. Mais Donc qui voilà ce réglera que jamais. j'allais dire. On a vu aucun joueur régler ça. C'est un truc très C'est ce que j'allais constant. dire. C'est Ouais, ouais. c'est inhérent à sa façon de jouer en fait. Donc voilà c'est en gros enfin, on peut en parler longtemps parce que c'est toujours magnifique de parler des jeux de passe de Trae Young, mais c'est pas là, enfin, tu peux plus progresser là-dessus, quoi. Ouais, Il régressera pas, il progressera pas, je pense que ça restera stable toute sa carrière. Ouais. je pense qu'il y a, tu vois, sur le volume de balles perdues, pour moi, il y a plusieurs choses à considérer. Pour moi, tu vois, je mets pas dans la même catégorie un Trae Young et un Russell Westbrook. Pour autant, tu vois, Russell Westbrook dans ses top années, il faudra regarder, mais sur le rapport assist balles perdues, t'es pas très loin de la même chose, même Mm. si ça devait être un peu moins bon chez Westbrook. Mais pour moi, chez Westbrook, tu vois, il y a un côté un peu plus. En vrai, c'est trop foufou. Et du coup, il y a des pertes de balles. Pour moi, Trae Young, c'est plus qu'il y a énormément de tentatives de manipulation de défense. Et du coup, il y a des pertes de balles dans le lot. Mais la contrepartie positive, c'est que la défense est tout le temps inquiète. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça crée énormément d'espace dont il peut profiter. Pour moi, je réfléchissais, tu vois, un peu en préparant le podcast. Mais je me demande si je ne trouve pas que Trae Young n'est pas le meilleur playmaker de la ligue en fait sur le poste de meneur, sur les postes extérieurs. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas mieux en termes de... Parce qu'en plus, il y a peu de playmaking sur contre-attaque. C'est vraiment du playmaking de pick and roll demi-terrain. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et à la fois, il y a une capacité à les trouver en hauteur, les grands. Et Capella, qui est un joueur qui a beaucoup de hauteur, commence à en avoir quand même moins. Après, il a des bons coéquipiers. Moi, je trouve sur pick and roll, que ce soit Jalen Johnson et Capella, c'est vraiment des très bons joueurs de pick. Mais il y a aussi la capacité à aller trouver les shooters à l'opposé. Il y a énormément de vitesse dans l'exécution. Ouais. Et en plus, tu as aussi la partie, tu sais, sur le jeu, quand le jeu s'arrête un peu, au-delà du pic de Vista, qui lui permet aussi d'aller trouver, tu vois, un mec dans la raquette qui est entre deux espaces, un peu, tu vois, ce qu'adorait faire Steve Nash, tu vois, il a un peu ce côté-là. Et Ouais, non, là, pour le coup, pour moi, Trae Young, on est vraiment dans... J'ai presque envie de dire plus qu'Elite. Je pense qu'à part Jokic, il n'y a pas mieux que lui, en fait, sur la création pour les autres dans toute la NBA. c'est ce que j'allais dire, j'étais en train de réfléchir. Je sais pas où tu mets Liberton, mais en dessous, je pense. Mais enfin, c'est les gros joueurs, Je pense que Ali les gros Burton, playmakers. je pense que tu vois, Ali Burton et Trae Young, je trouve qu'on pourrait presque faire une comparaison Steve Nash, Jason Kidd. Moi, ce que je trouve incroyable chez Ali Burton, c'est son playmaking sur la semi-transition, Ouais. qui est pour moi un des trucs les plus importants du basket parce que c'est une situation qui arrive beaucoup. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on va dire, c'est les 8-10 premières secondes du jeu où en fait, t'es pas complètement dans la contre-attaque. On va dire c'est entre la 8e et la 12e seconde. T'es pas complètement dans la contre-attaque, mais le jeu est pas complètement en place non plus. Et en fait, tu profites d'une forme de déconcentration pour terminer le truc. Moi, je trouvais que Jason Kidd là-dessus était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et je trouvais que Steve Nash était meilleur sur le pick pur, pour le coup. Hum. C'est un peu ça la Ouais, je vois. différence que je ferais entre les deux, tu vois. Mais vraiment, sur le demi-terrain placé, je trouve que Ah Trae oui, Young est demi-terme, ouais, ouais. extraordinaire, quoi. Ah ouais, Extraordinaire. Ce non, qu'il fait, c'est fou. Et je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que c'est ce qui le différencie des autres meneurs. Pour moi, c'est pas son shoot, même si son shoot le permet d'être très très loin derrière les 3 points et du coup d'avoir beaucoup d'espace. Mais en réalité, ça, c'est les amis, c'est du jeu touquet, quoi. La réalité du jeu du pick and roll, c'est qu'aujourd'hui, on va pas attraper les mecs 2 mètres derrière les 3 points. On le fait plus. On le faisait pour Steph Curry il y a 4-5 ans, mais ça, on le fait plus. Et donc, c'est plus sur de la prise d'intervalle, de la lecture, où il est vraiment, vraiment, vraiment Ouais, ouais. incroyable, quoi, là-dessus, hein. Franchement. Carrément, et puis ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'a dit quand j'ai un peu énuméré les stats au tout début, c'est que ça dure, quoi. Ouais. C'est pas un épiphénomène d'une saison où tu sais pas pourquoi le mec il est un peu plus libre, les systèmes autour de lui font que... Non, ça fait 6 ans depuis qu'il est dans la ligue que c'est régulier à ce niveau-là, qui aussi, ça c'est important, c'est que malgré le nombre de shoots qu'il a, etc., il perd pas ce goût du playmaking. Parce qu'on en a vu des joueurs qui tournaient un peu, qui changeaient un peu de jeu, mais à lui, ça continue.
il continue à marteler ça, malgré le fait, comme on l'a dit, qu'il y a eu des saisons un peu de moins bien, avec des coéquipiers où ça se passait plus ou moins bien. Je parle sur le terrain, hein, je sais pas ce qui se passe en dehors, mais où l'alchimie était un peu moins, comment dire, naturelle. Et pourtant, ça continue, ça continue, ça continue. Et ça revient à ce que j'ai déjà dit un peu plus tôt, mais c'est que, imaginons le jour où il aura un supporting cast parfait, ça pourrait être complètement létal, quoi. Ouais. Parce que là, c'est déjà ultra impressionnant avec des joueurs plus ou moins adaptés à lui, avec un supporting cast parfait. Franchement, pressé de voir ça. Juste pour continuer là-dessus, je te pose une petite question. Ouais. T'en penses quoi de l'ajout de Rizaché, par exemple, dans ce profil-là? Parce que c'est vrai qu'on en a pas reparlé, mais il y a un numéro 1 draft qui arrive avec lui. Et personnellement, je vous avoue, j'ai pas du tout suivi les Ouais. process draft. Donc c'est quoi un peu, est-ce que ça peut l'aider dans le playmaking pour autrui? Est-ce Disons que que ça non, une ça bonne va, option? ça va. En tout cas, il va pas lui prendre de ballon. Rizaché, c'est un. Je pense que là, sincèrement, moi je trouve que la comparaison qui est faite de Rizaché avec, que moi j'ai pas mal vu pour le coup cette année, mais qui est fait avec Batum, je l'aime bien. Je trouve que c'est une bonne Ok, comparaison, c'est-à-dire avec un niveau moyen qui sera une carrière à la Batum, un niveau plancher qui sera à peu près au niveau de Batum, peut-être un poil en dessous, et un niveau plafond qui sera meilleur parce que c'est un très bon shoot. Il a tout pour être un très bon shooter. Et ok. il est très bon contre-attaque. Donc il y a cette possibilité-là. Mais il va pas Ça lui peut être prendre un des bon ballons. ajout, ouais. Ouais, il Non, mais va. ça peut être un bon ajout comment dire, ça peut être un joueur de complément intéressant s'il veut continuer à développer son Clairement, playmaking, ça quoi. montre qu'ils veulent aller là-dedans, en tout cas. Ça Ouais. montre qu'ils veulent Ok. aller là-dedans, le fait de l'avoir pris. Après, sur le premier pick, en gros, il n'y avait pas 15 000 choix possibles, hein, Bien sincèrement. sûr, oui, oui. Donc, moi, je pensais qu'ils allaient prendre Oui. Non, bien Sarr sûr. parce que c'était intéressant d'avoir un pivot shooter à terme. Mais ils l'ont pas fait parce qu'ils se disent probablement qu'avec Trae Young, en fait, c'est pas nécessaire d'avoir un pivot shooter tant qu'il est créatif sur le pick and roll. Le pivot Hmm. shooter t'offre de l'espace quand t'as pas des très très grands créateurs, Oui, hein, oui. mais quand t'as un très grand créateur, finalement l'intérêt est limité. On le voit bien, tu vois, les Lakers avec LeBron, bah, ils ont un pure inside. Bien Euh, sûr, ouais, ouais. les Mavs avec Lucas, ils ont un pure inside aussi. Et au final, tu retrouves ces profils-là. Je trouve qu'en plus sur Trae Young, tu vois, ce qui est dingue, c'est pour aller jusqu'au bout, parce qu'il y a le côté spectaculaire qui est absolument génial. Alors ça te dit pas l'efficacité, mais bon, c'est quand même cool de voir un joueur spectaculaire. Ouais, Il est ouais, incroyablement spectaculaire sur la passe. Et le registre est incroyable. C'est-à-dire qu'il est capable de trouver en hauteur. Il est capable de trouver ouais. sur des bounce pass. C'est le spécialiste des alley-oop avec la planche, mais on a vu des alley-oop avec la planche avec lui. Alors là, le volume est tout petit, mais en contre-attaque, mais même sur demi-terrain, on a vu des alley-oop avec la Hmm. planche de lui, quand même, dingo. Il est capable de trouver de la no-look Trouver les pass, corners. de trouver les corners de Ouais, manière incroyable, de trouver le deuxième roller, tu vois, de trouver, enfin le ouais. deuxième mec qui arrive dans la raquette. Il y a une diversité qui est extraordinaire. Alors après, il est un peu trop, certainement, un peu trop fancy. Il adore les passes aveugles et tout ça. Et donc, il y a un volume de balles perdues qui est inutile. Parce que je pense que ballon dans les mains, il en perd jamais, hein. Enfin, de toute façon, ces mecs-là, tu Ouais. leur prends jamais la balle Ouais. dans les mains. Après, comme tu l'as dit, pour nuancer un peu mes propos sur les balles perdues, c'est vrai que bon, il y a des passes où ça finit en touche, où ça finit en, comment dire, ou derrière le panier. Mais c'est mieux que ça finisse derrière le panier et ça reparte d'une relance classique pour l'adversaire, plutôt que tu perds le ballon comme un idiot au milieu du terrain et que tu prends 2 points gratuits derrière, quoi. Lui, il n'y a aucune remontée de balle, il perd pas une balle, quoi. Avant d'arriver dans la raquette adverse, il n'y a pas de ballon perdu, quoi. Ouais, C'est après, quand au moment où il faut faire un peu enfin, faut faire la création, où bah évidemment tu as un peu de déchets parce qu'il prend énormément de risques aussi. C'est inhérent au jeu, quoi. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, mais tout à fait. Et mais voilà, moi je le trouve évidemment que c'est au-dessus d'Aaron Fox. Hein, je pense que là on est tous les deux d'accord, il y a Oui. aucun doute. Et non, ce n'est pas qu'une question de style de jeu, c'est une question aussi de qualité, sans aucun doute. Et plus que ça, voilà, moi je pense qu'il est derrière Nikola Jokic, le meilleur playmaker de toute la ligue. Je, je pense que c'est au-dessus de Luka Doncic par exemple, tu vois. Même Ouais, si moi je suis j'adore d'accord aussi. Luka, parce que effectivement, comme tu le décrivais, il a pas la même gravité que ses top scoreurs. Donc il arrive quand même à créer autant. Je pense que ça peut être une transition aussi pas mal vers notre troisième axe, qui est Ouais. la capacité à avoir des go-to-play. Pour le coup, peut-être continuer sur Trayon. Bon, Trayon, pour le coup, en plus on en a déjà pas mal parlé. Son go-to-play, il est très très clair, hein, c'est le pick and roll. Oui, 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 bah comment dire, comme on peut dire pour les jeux vidéo, il spam le pick and roll, Ouais, quoi. Et en plus, bon là, ça commence un peu à vieillir.
mais il avait un partenaire idéal avec Clint Capella. Parce que, bon, Clint Capella, on en parle peu, mais il a profité de Chris Paul et de Trae Young pendant qu'il était à son prime. Il a bien mangé. Et, Il a et, bien et il t'en mangé. manque un. Et de James Harden. Bah oui, pourquoi j'ai. Oui, oui, non, mais oui, et, de, évidemment, oui, oui. et de Oui, James oui, non, mais je Harden. pensais Houston et je pensais Ouais. aux deux en même temps. Ouais, ouais. Oui, donc il s'est plutôt bien régalé, le bon Clint, hein. Qui avait des vraies Mais qualités quand même d'explosivité pour sa bien taille. sûr, non, mais Mais oui, qui a pas de oui, bien main. Mais sûr. qui a des mains catastrophiques. Qui a pas de main Oui, oui, du non, tout. non, mais Ouais. je l'aime beaucoup, Clint Capella, mais il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment parce qu'il y a quand même un petit panel de joueurs qui auraient pu faire ça à sa place et Je prendre suis les mêmes d'accord. contrats que lui, quoi. Je suis d'accord avec Donc, toi. non, non, franchement. Et puis, en fait, tu l'as bien dit, c'est que, en fait, le pick and roll, il y a certains joueurs qui l'utilisent un peu toujours de la même manière, le pick and roll. On parlait de James Harden. James Harden, c'était quand même assez répétitif son pick and roll, même si on va pas remettre en cause ça. Ça a peut-être été l'un des plus létals de l'histoire. Ouais. C'était ultra répétitif. Lui, Trae Young, il y a toutes les options qui passent. Il y a le pick and roll où il prend le 3 derrière, il y a celui où il va au flotteur, celui où il s'arrête comment dire, un peu plus loin au mid-range. Donc ça, c'est pour les parties où c'est le pick and roll ball handler. Et puis pour le pick and roll playmaker, comme on l'a dit, il l'a donné, enfin il l'a pas donné, mais il a pour donné du grain à moudre à la carrière de Capella pour lui redonner des contrats. Donc juste avec le poseur d'écran, et puis il y a les recherches des corners, et puis je j'ai pas cherché, mais il y a sûrement des passes où c'est même pas dans les corners, mais c'est derrière lui. Enfin, il y a vraiment toutes les options possibles et imaginables du pick and roll. Et, on le sait très bien. Alors là, ça commence à un peu s'atténuer, même si ça l'est beaucoup, mais il y a encore 3 ou 4 ans, le pick and roll, c'était utilisé par tout le monde, tout le temps, partout. Et tu avais quand même potentiellement le meilleur joueur de ce système sous tes yeux. Et c'était bien utile. Alors là, c'est moins le cas parce que tu as Quinn Snyder, qui est quand même un coach plus référencé. Mais quand tu avais l'horrible Nate McMillan, il était bien content d'avoir le pick and roll de Trae Young pour s'en sortir. Sinon, ça tournait à 45 points par match, hein. Ouais, alors moi, effectivement, il y a ce super pouvoir qu'il a sur le pick and roll, qui est génial parce que c'est un go-to-play qui a énormément d'influence sur le jeu. Pourquoi déjà? Parce que le pick and roll, on le dit jamais assez, mais c'est la seule action du basket qui est jouable contre toutes les défenses. Et donc, pour la flexibilité tactique d'un coach, c'est hyper intéressant parce que tu as donc un go-to-play qui est faisable contre tous les types de défense. C'est pour ça qu'on joue autant de pick and roll. En plus, ça ouvre du jeu pour les autres. Et donc, ça met en avant ses qualités. Donc, ça, c'est génial. Donc, sa grande force pour moi, c'est que son go-to-play est un go-to-play qui a énormément d'influence sur le jeu de manière générale. Mm. Maintenant, moi, j'ai une petite limite sur Trae Young quand même. C'est son efficacité en scoreur sur son go-to-play. Bah oui, oui. Et c'est quand même important. Et c'est quand même Ouais, super bien important. sûr. Il est à 0,98 points par possession sur ce pick and roll. Il a un volume qui est énorme, hein. C'est celui qui, je crois que c'est le troisième. Ouais. C'est le troisième de la ligue qui prend le plus de tirs sur le pick and roll, sur le pick and roll en tant que sur le pick and roll. C'est le premier qui joue le plus de possession de pick and roll blender. Mais il y a cette efficacité. En fait, il est à peu près au niveau de l'efficacité au niveau du scoring de De'Aaron Fox. Si on essaye d'aller sur des volumes comparables, parce que là pour le coup son volume il est très important et De'Aaron Fox il est quand même plus bas, on est autour de l'efficacité de Ja Morant à peu près sur le pick and roll. Et moi ça me pose problème parce que là pour le coup il est pas élite. Tu vois, si j'essaye de comparer avec des mecs qui sont élites sur le scoring sur le pick and roll, Jalen Brunson t'es à 1,05 points par possession, Luka Doncic 1,07. C'est en dessous par exemple de Tyrese Maxey, c'est en dessous de Tyrese Haliburton, c'est en dessous de DeMar DeRozan. Alors, tu vois, la comparaison avec Tyrese Haliburton elle est intéressante parce que lui pour le coup il conserve Ouais. la création qu'il a hein, Ah bah oui, que oui. Trae Young a, tu vois. C'est très 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 en dessous de celui qui est peut-être au volume le plus efficace, c'est Shai Gilgeous-Alexander, mais qui crée pas trop pour les autres. C'est en dessous par exemple d'un Terry Rozier, tu vois. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord Et nettement. avec toi, hein. Mais moi, j'avoue que euh, alors oui, c'est très important l'efficacité au shoot, mais quand tu as autant comment dire, un passeur de qualité, moi je suis un peu dans j'ai envie de dire, la compensation.
C'est-à-dire que tous ceux que tu as cités, à part Luka, je crois que c'était potentiellement le seul à avoir la même création pour Ouais, autrui Tyrese que. Haliburton. Tyrese Ah oui, Haliburton. pardon, oui, il y avait aussi Tyrese Everton. Oui, oui, tu en avais cité quelques-uns, je les avais plus tous en tête. Mais oui, donc voilà, il reste quand même dans le panier supérieur de la création pour autrui. Et comme on l'a dit au début d'épisode, en fait, c'est que physiquement, alors il pourrait s'améliorer au shoot. Et c'est là où, je pense que c'est son seul un peu axe d'amélioration, c'est vraiment son jumper. Mais après, contrairement par exemple à Shai Gilgeous-Alexander, quand tu le vois, lui par contre spam le pick and roll et aller au cercle, bah ça Bien tu peux sûr, il pas pourra pas trop lui dupliquer. demander ça, Mais quoi. il pourra pas Donc, dupliquer. mais oui, au niveau du shoot, c'est vrai qu'il y a encore un petit peu Tu vois, ce qui est, j'ai envie de dire de laisser aller, mais. j'ai une stat intéressante. Il a les deux joueurs qui jouent le plus de pick and roll handler de toute la ligue, c'est Trae Young et LaMelo Ball. Alors LaMelo Ball a été blessé beaucoup, mais tant pis, on va garder sur ce volume-là parce que de toute façon LaMelo Ball en joue beaucoup. Et ils ont le même volume, ils ont la même efficacité. Tu vois, alors que LaMelo Ball est clairement identifié comme un joueur inefficace Ouais. au scoring, tu vois sur. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Donc je trouve que voilà, pour moi c'est un axe et ils ont la création. Alors LaMelo Ball est un peu en dessous en création, mais ils sont tous les deux très créatifs. Oui, oui, oui. C'est la limite que j'ai sur sur son go-to-play. Mais là, le J'entends. grand avantage de son go-to-play, c'est que c'est le go-to-play le plus influent sur le jeu de tous les go-to-play. On passe sur De'Aaron Fox. Avec plaisir. Pas facile de trouver le go-to-play de De'Aaron Fox, en vérité. Tu vois, je me suis un peu Je creusé. réfléchissais, Ouais, j'ai revu des matchs pour essayer de faire une synthèse un peu de tout ça, mais ce qui traduit aussi le fait qu'en fait, il a un jeu il a un jeu qui est quand même assez varié en réalité. Il est capable de jouer du pick and roll, il est capable de jouer d'autres choses. Pour moi, son go-to-play à De'Aaron Fox, je savais pas trop comment dire. Je me suis dit c'est sa vitesse en fait et sa capacité à aller sur les spots à mi-distance. Où je trouve que là-dessus, il est vraiment fort. C'est à la différence de Trae Young qui va rester un peu plus au-delà de la ligne à 3 points. De'Aaron Fox, c'est vraiment un avaleur d'espace. Donc si l'espace est visible à mi-distance, il va tout de suite à mi-distance et il va essayer d'aller jouer dans ces zones-là. Je trouve que donc pareil, hein, donc il a essayé de changer un peu ça en prenant un peu plus de 3 points, en forçant un peu plus le 3 points cette année. Mais il a vraiment une accélération d'élite. Je pense qu'au début de sa carrière, c'était peut-être même le joueur le plus rapide de la ligue. Maintenant, Ja Morant est passé par là, donc Ja Morant est peut-être un peu au-dessus, mais on est sur un des joueurs les plus rapides Ah oui, de non, toute la ligue. oui, c'est le très haut du panier, oui. Oui. Ouais. Et avec une extraordinaire capacité à s'arrêter. Qui peut aller très très vite Un et stop and s'arrêter go, d'un ouais. coup. Il a un stop and go impressionnant. Et en plus, on l'a dit, avec une bonne efficacité à distance. Donc en plus, avec la capacité derrière de mettre le tir. Par exemple, Russell Westbrook était un joueur comme ça. Accélération dingue, capacité à s'arrêter dingue, mais pas la capacité à calmer le corps pour mettre le tir derrière. Lui, il sait le faire pour le coup. Même Ja Morant ne sait pas trop le faire, ça par exemple, tu vois. Et De'Aaron Fox, pour le coup, il a ce truc-là. Et pour moi, c'est ça qui le rend différent des autres. Parce que c'est incroyablement difficile à défendre. Et du coup, ça en fait un joueur d'isolation assez incroyable. Et du coup, je suis allé regarder. Effectivement, sur les volumes d'iso, il est quand même assez haut. C'est un joueur qui joue beaucoup d'isolation. Et il a un point par possession qui a 1,01 sur les isolations, qui est assez impressionnant en fait en réalité. Pourquoi? Je vais vous faire une petite comparaison. Je vous fais une liste à l'après-vert de joueurs dont il est plus efficace qu'eux sur les isolations. Il est plus efficace que LeBron, plus efficace que Damian Lillard, plus efficace que Trae Young, plus efficace que Jalen Brunson, plus efficace que David Booker, que Giannis Antetokounmpo, que Kevin Durant, qu'Anthony Edwards sur les isolations. En fait, si on essaye de prendre son volume d'isolation et son efficacité, on est à peu près au niveau de Paul George, pour vous donner un ordre de comparaison. On est autour de ça. Donc, on est vraiment sur un joueur d'exception sur l'isolation. L'isolation, elle a deux particularités. C'est qu'elle est très peu influente sur le jeu, pour le coup. Donc, on n'a pas le truc qu'on a sur Trae Young. Par contre, elle est très mobilisée sur les fins de match. Et on va en reparler après, avec le clutch. Donc, je trouve que c'est un go-to-play qui a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est assez facilement pluggable avec d'autres forts joueurs. Par contre, c'est pas un go-to-play, pour reprendre ce que tu as dit, qui fait de toi un joueur autour duquel tu vas tout construire. Et c'est là où tu as une grosse différence entre les deux. Et là, tu touches à ce que tu cherches beaucoup autour du joueur, pour le coup. Est-ce que tu cherches un joueur qui va être un plugin avec d'autres très forts joueurs, ou est-ce que tu cherches un joueur autour duquel tu vas construire un système? Et autre petit point, tu l'as un peu évoqué en parlant du fait que c'est utilisé en fin de match.
l'isolation comme ça reste néanmoins comment dire, quelque chose que tu utilises pas beaucoup tout au long de la rencontre, quoi. C'est un go-to-play que tu utilises avec parcimonie. Ouais. Quand tu compares comment dire, au Trae Young pick and roll, c'est un degré bien, bien, bien moindre. Après, c'est pareil, c'est que, est-ce que tu préfères un joueur qui spamme toujours le même truc, comme on vient de le dire, avec une efficacité notamment au shoot un peu moyenne, ou est-ce que tu préfères l'utiliser avec un peu plus de parcimonie, mais que ce soit létal à chaque fois? Bah voilà, c'est ton poison, tu Et fais choisis ce que tu enfin, préfères ça pour va être ton construire autour. poison, Ouais. quoi. Et Voilà, je, c'est je ça. voulais quand même rajouter une précision là-dessus. Je- je- il a un très très faible volume de end-off. En fait, il joue assez peu de main à main avec Sabonis. Pourquoi? Parce que parfois j'entends dire de De'Aaron Fox, il profite de Sabonis. En fait, c'est beaucoup plus dans les ball handlers des Kings, c'est beaucoup plus Malik Monk qui profite de Ouais, Sabonis et qui joue beaucoup de end-off avec lui et de main à main avec lui, que De'Aaron Fox qui pour le jouer qui en joue peu et qui lui est plutôt, on va dire, le système de création est construit autour de Sabonis et De'Aaron Fox vient comme comment on dit pas la molécule libre mais l'atome, l'élément un ah peu oui, atomique, oui, tu vois, qui vient foutre le bordel ouais, et pour le coup créer. Là où Malik Monk pour le coup s'insère plus dans un jeu avec Sabonis. Et pour le coup, je trouve que ça serait intéressant de plus le voir De'Aaron Fox sur du end-off. En fait, quand on utilise du end-off, le end-off c'est une action extrêmement efficace dans le basket. Quand on utilise du end-off, pourquoi on utilise du end-off? Généralement, c'est sur un porteur de balle qui a du mal à faire des différences seul. Et du coup, en fait, on essaye de l'avoir lancé pour justement lui permettre de profiter de sa vitesse, avoir un espèce de premier écran qui tombe et de ouais, profiter de ça. En fait, De'Aaron Fox, il fait tellement d'écart et c'est tellement un bon valeur d'espace qu'il n'a pas vraiment besoin de ça en fait en réalité ouais, pour faire ça. carrément. Et donc c'est vraiment un joueur autonome pour le coup. C'est un vrai joueur autonome là où par exemple bah voilà, Malik Monk l'est moins. Justement, tu vois, on a décrit là un peu ces deux profils. Donc en gros, il y en a un qui a un go-to-play autour duquel tu construis et il y en a un qui a un go-to-play qui est plus un plugin. Toi, tu préfères quoi dans ces deux-là? Alors moi, je pense que je préférais toujours un joueur fort en pick and roll. Parce que, en fait, le truc, c'est que tu sais jamais comment il sera entouré et tu sais jamais comment il sera coaché. Et donc, tu auras toujours cette solution un peu de repli, d'avoir comment dire, ce système ultra facile là. Donc, moi, je pense que je choisirais ça. Mais pour le coup, là, je le choisis un peu parce que c'est ce que je préfère. Mais si on me dit, ah non, moi je préfère largement le go-to-play de D'Aaron Fox parce que c'est utile dans une certaine situation qu'on reviendra dans quelques secondes, bah, je le comprends totalement. Moi, en tout cas, là, je donnerais entre guillemets le point à Trae Young. Mais rapidement, dans les prochaines minutes, il y a un gros point qui va arriver à D'Aaron Fox et ça sera appuyé par ce go-to-play. Ouais, alors moi, c'est là pour le coup, je pense qu'on est sur des vraies différences de goût qu'on peut avoir entre les gens. Je comprends que l'élément le plus rare de la NBA, c'est les joueurs autour duquel tu peux construire. Et donc, on préfère le go-to-play, tu vois, du pick and roll, parce qu'effectivement, tu peux construire autour et que ces joueurs-là sont vraiment très très rares. Moi, je pense que ça a une limite, c'est que une fois que tu as construit autour, c'est comment tu mets d'autres très très forts joueurs autour pour aller jusqu'au bout. Et moi, c'est pour ça que par exemple, je préfère, je trouve que c'est une comparaison qu'on aurait pu faire sur le niveau encore du dessus entre Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic, tu vois. Moi, c'est pour ça que je préfère Shai Gilgeous-Alexander, parce que je trouve qu'il est plus facilement pluggable avec d'autres forts joueurs que Luka Doncic. Mm. Et donc, bah, dans le prolongement, je préfère ce truc de De'Aaron Fox très en autonomie, en percussion, que celui de Trae Young pour le coup. Alors, je pensais qu'on allait faire la défense, mais t'as raison, continuons sur l'attaque. Ah bah comme tu veux, hein. Non, mais t'as lancé en plus. On passe au Ouais. clutch. Ouais. Bon, là, pour le Alors, coup, sur le clutch, je fais peut-être juste une petite mise en abîme de la saison dernière. C'est deux joueurs d'élite hein, quand même dans le clutch. oui, 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 non mais oui, mais il y en a un qui a un trophée quand même, hein, l'oublie pas, hein. Ils sont tous les deux l'année dernière dans le top 8 des joueurs qui ont mis le plus de points dans le clutch. Effectivement, De'Aaron Fox était premier il y a 2 ans. Je sais pas combien il était Trae Young il y a 2 ans, par contre, ça j'ai pas la stat. J'ai pas. Et De'Aaron Fox était cinquième l'année dernière, Trae Young huitième. Il y a quand même une limite autour de De'Aaron Fox et une grosse comparaison entre les deux, c'est que leur TS percentage, pardon, donc leur true shooting percentage, donc en gros, le true shooting percentage, l'idée, vous connaissez, c'est les 3 points valent plus que des 2 points et les 2 points valent plus que des lancers francs, donc en fonction de ce que tu mets, ça pondère ton efficacité. Et on regarde ça souvent
quand on regarde l'analyse globale qu'on fait sur un match en se disant que c'est plus intéressant de garder le TS percentage que le percentage à proprement parler. Et là, effectivement, De'Aaron Fox, c'est le plus bas du top 8. Il est qu'à 50%. Là où Trae Young, pour le coup, il est à 62,3%, donc il est bien au-dessus, tu vois. Ce qui est intéressant pour, tu vois, les mettre en comparaison. Maintenant, moi, je trouve que dans le clutch, je trouve presque que le field goal percentage est plus important que le TS, que le true shooting percentage. Parce que je trouve que dans le clutch, le fait de mettre le panier ou de pas le mettre a une influence énorme sur ce qui se passe. Et c'est pas qu'une question de comptabilité. Donc le fait que De'Aaron Fox, alors pour le coup en plus De'Aaron Fox, son field goal percentage cette saison, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, mais cette saison était assez bas. Il était à 44%, mais Trae Young 40%. Et je trouve que pour le coup, voilà, le fait de réussir à mettre les tirs, pour le coup, le volume, je trouve, a autant de valeur que l'efficacité. A presque autant de valeur que l'efficacité. Bien sûr, hein, si vous mettez un mec qui a 70% d'efficacité face à 30%, on va être d'accord. Mais voilà, je trouve que c'est à prendre en compte de manière différente. J'aime beaucoup le go-to-play de De'Aaron Fox dans le clutch, qui a un go-to-play d'isolation. Parce qu'en fait, tu ne peux pas trop le défendre. C'est De'Aaron Fox, c'est son défenseur. Tu peux pas trop adapter ton schéma défensif à ça. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup, tu vois. Là où Trae Young, même s'il fait des isolations, déjà il est moins fort en isolation que De'Aaron Fox, on va plus rester sur du pick and roll. Et en soi, tu vois, sur du pick and roll, si tu veux que le joueur ne puisse pas avoir la prise de décision sur le pick, tu peux y arriver. Tu edges très très haut, et ben il sera obligé de lâcher la balle et c'est un autre joueur qui va devoir prendre la décision. Et donc, c'est pour cette raison-là que moi, je préfère De'Aaron Fox dans le clutch. C'est pas pour le trophée, c'est pas pour le volume, même si le volume est plus important, mais c'est pour cette raison-là. C'est qu'en fait, ce qu'il fait dans le clutch est quelque chose qu'il pourra faire dans n'importe quelle situation de clutch. Là où ce que fait Trae Young dans le clutch dépend quand même de ce que la défense adverse propose. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je vais pas paraphraser ce que tu viens de dire. Juste un élément important. C'est pareil, c'est normal après l'avoir fait tour, donc ça devient un peu répétitif sur certains points. Mais il y a le côté potentiel de création de fautes qui est aussi très très intéressant t'as raison, ouais. dans le clutch. Et ça revient, comme on l'a dit, au drive, etc. Et quand un joueur comme De'Aaron Fox qui a encore du jus et qui peut potentiellement même déposer un gars en 1 contre 1 sans comment dire, sans même une pause d'écran et aller dans la raquette et provoquer une faute, c'est un élément ultra déterminant dans le clutch. D'autant plus, alors je l'ai pas sous les yeux, mais de souvenir, c'était un plutôt correct tireur de lancer franc. C'était peut-être pas le joueur le plus haut, peut-être moins haut que Trae Young, mais ça reste plutôt cohérent. Donc franchement, non, c'est un point à pas négliger. En plus de tout ce que 73%. C'est pas non plus Ah ouais, top. je m'attendais un peu plus. Ouais, je m'attendais un peu plus. Ouais. Ok. Mais Bon. c'est ça hein, qui Et, fait la différence hein, sur leur d'ailleurs hein, tu sais sur leur true shooting hein, sur leur efficacité globale hein, ouais. c'est les lancers francs hein, l'efficacité au lancer franc global hein, qui fait la Ouais, différence entre les deux hein. Ouais, parce qu'il est à 85 Triangle. Eh oui. Et, donc voilà, c'est le petit point que j'avais rajouté sur le clutch, mais je te rejoins complètement que si on fait ce petit truc on compte chacun un point à chaque point, enfin à chaque critère, voilà, je le donne sans trop coûter à De'Aaron Fox aussi. Alors j'ai un petit jeu sur le top 8 Ok. des mecs qui ont mis le plus de points dans le clutch l'année dernière, qui a eu la meilleure efficacité, qui était alors, en field goal percentage, pas en test plus, hein, pas en test percentage, qui avait la plus Ok. grosse efficacité. Alors déjà, il faut réfléchir aux 8 mecs qu'il y avait. Attends, Ouais, ça doit être peut-être Shy, non? ouais, exactement. Shai Gilgeous-Alexander était le joueur le plus Ouais, efficace Shy, ça me... dans le Ouais, dans, bah enfin, dans cette comme saison-là. tu l'as dit, c'est la version update de Ouais. De'Aaron Fox, quoi. Ouais, mais par contre, le pourcentage, c'est n'importe quoi, hein. Est-ce que tu sais quel était son pourcentage dans ces situations-là l'année Attends, dernière? répète, il était à combien Trae Young et 43 pour Fox? Trae Young, 40 pour Trae Young, 44 pour De'Aaron Fox. Ok, bah il doit être à 55? 55? Alors 55, c'est monstrueux, hein. Il est à 58. Bah, 58% ah oui, d'accord, ok, ah d'efficacité oui, dans oui, le ok. clutch chez Parce que Gibson. je me suis dit, allez, je tape haut avec 55. Ils Et sont que non, bah deux. ouais, 58, ouais, Ils sont que putain. deux à Ah être ouais. au-dessus de 55%. Il est à 5. Et après, tout le reste, c'est en dessous de 50%. Ah Il est à ouais. 58%. Enfin, c'est du délire. Est-ce que tu sais qui est le deuxième à être au-delà des Hmm, 55%? alors, attends, je réfléchis ça.
Jokic. Très fort, c'est Jokic, effectivement. Et le joueur qui a, alors pas en true shooting, mais en field goal. Et après, c'est Steph Curry, mais après, on est tout en dessous de 50%. Ouais. Qui est le deuxième joueur le plus clutch de la ligue, qui a mis le plus de points dans le clutch, Juste en point pur en et dur. points et en plus en efficacité. Il est juste en dessous de Curry, donc en plus, il est très efficace dans le clutch. C'est incroyable, incroyable parce qu'il est là depuis 10 ans dans ces LeBron. stats-là. Non, c'est pas LeBron James. Ah non, James Harden. Non, pas James Harden. Ah ouais, putain, bah, Un joueur non, qui a ça va été pas être, tradé dans une équipe, dans une des deux équipes qu'on est en train d'analyser. Ah bah oui, non, mais oui, Demar. Demar DeRozan, DeRozan, ouais. deuxième. Oui, Alors, non, mais je suis bête, oui. Non, mais toujours Demar aussi. DeRozan, c'est abusé. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille, je crois que c'était un. Juste une petite parenthèse de quelques secondes. Un Chicago-Indiana, je crois. Et il met un turnaround jump, le shoot le moins, comment dire, analytics au monde, Ouais. à la dernière seconde. Et tu dis, bah, de toute façon, pour ça que tu regardes le basket, tu vois un mec dernière seconde, turnaround, filoche sans cercle, bah voilà, Ouais, parce que esthétique au possible. c'est vrai que Demar DeRozan est un bon cas de ça parce qu'il a une prise de shoot dans le clutch qui est pas du tout analytics pour reprendre ton terme. Ah ouais, Et pour ouais, autant, il est très efficace. Et en fait, je trouve que c'est intéressant de voir ça parce qu'en fait, dans cette situation-là, tu sais, c'est Jacques Monclar qui disait, je trouvais intéressant, il disait les statistiques, ça compte jusqu'aux 2 dernières minutes du match. Et, ouais, dans je suis d'accord. dans les 2 dernières minutes du match, ça compte plus en fait. Mhm. Tout ce truc-là, ça compte plus. Ah ouais, Euh, on passe à notre dernier gros sujet, parce que je pense que leadership, on ira plus vite. Donc on a fait toute l'attaque, pour le coup. La ouais. défense, maintenant. Avant qu'on démarre en décrivant les 2 derniers défenseurs, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je me lance et puis je te laisse compléter. Mais moi, j'attache pas de base une énorme importance à la défense sur ces profils-là. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, il ne faut pas être un poids, mais c'est pas un truc qui me paraît les définir au plus, parce qu'en fait, des bons défenseurs role-player connecteurs, c'est ça que tu vas chercher de toute façon. Donc de la bonne défense, normalement, quand tu construis ton équipe, tu arrives à la trouver par ailleurs. Maintenant, je trouve que là, on va en parler dans le détail, mais on a un de nos 2 cas, enfin, on a 2 extrêmes. On a 2 extrêmes, et du coup, ça prend de l'importance parce qu'on est vraiment sur 2 extrêmes, quoi. Si je peux juste rajouter avant de rentrer dans les détails des deux joueurs, je trouve que ce que tu as présenté, c'était plus ou moins le cas quand même il y a 4-5 où c'était moins grave d'avoir un joueur un peu entre guillemets moins bon, parce que tu avais encore des profils en attaque que tu étais obligé de mettre sur le terrain, par exemple je dis un PJ Tucker. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais te débrouiller pour que ton joueur moins bon se retrouve à défendre un corner, et pas trop à bouger, etc. Là, quand même, les profils de joueurs mobiles, de joueurs qui savent au minimum porter un peu la balle, etc., se multiplient tellement que avoir un mec qui arrive à peine à le suivre dans les écrans ou courir à travers le terrain, c'est quand même plutôt compliqué, je trouve. Avoir un vraiment très 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 gros poids mort, c'est ultra. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus Ah, c'est devenu très gênant. dangereux qu'il y a quelques années. Ouais, donc en fait, en synthèse de ce qu'on dit tous les deux, et dans le prolongement de ce que tu dis, hein, en soi, c'est pas si important d'être un top défenseur, mais si t'es très bas, c'est vrai, là, ça devient problématique pour le Ouais, coup, c'est et ça va ça. prendre en Alors compte. qu'il y a quelques années, avoir un très très bas, ça pouvait être Ouais, encore caché, quoi. je suis d'accord, ouais. Je te propose qu'on commence par celui qui a le plus mettre en valeur, pour le coup, sur cette partie-là. Ouais. Commençons par le positif. Ouais. Bah, c'est De'Aaron Fox, hein, évidemment, hein, qui est le Oui, meilleur oui, non, défenseur oui, il des n'y a deux. pas trop de doute là-dessus. De'Aaron Fox est le meilleur intercepteur de la ligue, ce qui n'est pas la stat la plus importante, mais c'est quand même à noter, hein, c'est le plus gros Oui, oui, intercepteur bah, de la oui. ligue. Bah, surtout quand on sait à quel point il va vite et peut exploser sur les récupérations de balles. Enfin, je sais pas, ça doit pas exister la stat, mais le nombre de turnovers qu'il récupère, qui transforme en points instantanément, Ça doit être ça doit être trouvable, ouais. intéressant, Je l'ai quoi. pas récupéré, mais ça doit être trouvable. Ouais. Il est à 2,4 % de steal percentage, donc c'est globalement le volume d'interception que tu fais par rapport au nombre de plays qui sont faits sur le terrain. Ce qui est en fait assez haut. C'est assez haut, c'est le 7e meilleur de toute la ligue, pour le coup. Donc ça traduit ses instincts, sa compréhension du jeu. Pour le coup, sa capacité à Bien lire, parce que sûr. c'est pas des interceptions dans les mains, hein, c'est des lectures de jeu qui lui Oui, permettent oui, oui. d'intercepter. On est à peu près, on est loin des pics, tu vois, de Chris Paul à Nouvelle-Orléans où c'était absolument n'importe quoi. Où là, tu te rends compte que le mec il a un cerveau, ça n'a aucun sens. Mais on est au niveau après de Chris Paul quand il était aux Clippers.
Aux Clippers. Il est plutôt utilisé comme certains diraient un playmaker défensif, mais comme un connecteur défensif. Il est plutôt loin du ballon. Il peut se retrouver sur le porteur de balle, mais il est plutôt loin du ballon. Et loin du ballon, c'est ses premières qualités qui se mettent en avant. Moi, je trouve qu'il a des lectures de jeu qui sont de très 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 haut niveau, une capacité d'anticipation, de se mettre sur les lignes, des très bonnes rotas aussi. Il est très bon sur les rotas, il Ah, anticipe très bien les rotations, ce qui lui permet de récupérer des interceptions basses. Et moi là-dessus, je trouve on va avoir un problème pour le qualifier comme élite en défense, c'est sa taille qui pose certaines limites, qui fait qu'il n'est pas élite en défense, mais il a des skills élites en défense pour le coup. d'accord. Euh, et moi, je le trouve en fait assez extraordinaire en fait défensivement. Quand il se retrouve pour le coup à défendre le porteur, moi je le trouve vraiment solide du bas du corps, ce qui lui permet d'absorber le contact et de toujours rester face à son défenseur, ce qui est une vraie qualité. Il est très rarement débordé. Euh, Sa navigation dans les écrans est pas mauvaise. Elle est pas extraordinaire, mais elle est pas mauvaise. Je trouve sa navigation dans les écrans. Et ensuite, bah, on retrouve globalement son explosivité, qui fait qu'il a une qualité d'appui sur la défense porteur qui est très très bonne. Et là, pour le coup, en isolation, il est vraiment, vraiment pas simple à prendre. Euh, Ouais, ouais, bah, en fait, c'est excuse-moi, je t'ai un peu coupé, mais en fait, ça rejoint l'aspect qu'on a évoqué physique de lui, et ce qu'on a évoqué tout au long de la discussion, c'est quand même, c'est un joueur assez intelligent, exactement où trouver ses spots, comment anticiper des mouvements pour aller dans les intervalles, etc. Et tu retrouves toutes ces sensations-là de l'autre côté du terrain. C'est que c'est un joueur qui est tout le temps à peu près bien positionné, qui, comme tu l'as dit, n'est jamais perdu off-ball, et au moins à peu près proche, voire si ce n'est quasiment collé à son adversaire, qui en plus de ça, euh, c'est très dur de le déborder parce que bah, au niveau de la vitesse, la rotation du bassin, etc., c'est très très rapide. Mais oui, malheureusement, comme on va peut-être revenir un peu dessus, c'est qu'il n'est pas très très grand, et donc tu as juste à te retrouver avec un handler un peu plus. J'ai pas la profil sous les yeux, mais je pense que par exemple des Lamelo ou des Tyrese Halliburton, c'est lui, bah, c'est je vais pas dire compliqué, mais peut-être un petit peu il fait plus mis en 1m91, difficulté. il fait 1m91, 84 kg. Ah, je pensais Euh, qu'il était, ah ouais, mais, je pensais qu'il était un petit peu plus petit, je le voyais plus petit que. ouais, bon, c'est pas très grand quand même, hein. Mais Oui, 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 mais je le voyais encore plus petit. après, c'est les mesures américaines, tu sais, double Oui, chaussette, oui, oui. plus talon, talon sur les chaussures. Mais ouais, pour moi, c'est le truc qui l'empêche d'être élite, mais comme tous les meneurs de jeu, c'est sa taille qui fait qu'en fait, il est pas implicable dans les switches. Parce qu'effectivement, Ouais, s'il se retrouve face à un grand, ben, il va se faire avoir. Euh, mais ouais, moi je trouve que c'est pour le coup vraiment un gros point fort en fait de son profil. Moi en fait je considère généralement que sur les joueurs, il y a trois grands axes d'évaluation d'un joueur. C'est scoring, playmaking, défense. Et un joueur moderne, pour être un top joueur, faut en valider deux. Si je connais personne qui en valide trois, mais il faut en valider au moins deux. Il valide pas complètement le playmaking, tu vois, à haut niveau, mais par contre je trouve vraiment qu'on peut dire qu'il valide la défense ouais, à haut niveau, tu vois. d'accord. Et que là-dessus, il est vraiment, vraiment très bon. En plus, c'est un bon contreur, hein. Il a un compte tous les deux matchs, mais on s'en fout un peu. C'est pas une stat très importante, mais ça montre une fois de plus sa capacité quand il faut à nos lectures. On est loin, voilà. C'est là aussi sa taille lui pose problème. On n'est pas comme un Anthony Edwards qui arrive presque même à assurer une forme de dissuasion au cercle dans des rotations par son explosivité. Une fois que s'il faisait 5 cm de plus, il l'aurait ça. Mais il Ouais. l'a pas, donc il n'est pas capable. Et donc on est sur un joueur c'est pas élite à cause de sa taille, mais de très haut niveau défensif et qui alimente en plus de la contre-attaque pour le coup. Bah, c'est pas élite si tu regardes toute la ligue, mais si tu prends que les meneurs, sur les meneurs titulaires en NBA, il n'y en a pas beaucoup meilleurs Pour moi, sur les meneurs typés meneurs All-Star, c'est le meilleur. ouais, avec Jrue, quoi. Ouais, je le compte même plus comme un meneur type All-Star. Pour Oui, moi, ok. Joe, c'est devenu un troisième joueur d'une équipe, voire quatrième. Oui, oui, non, mais du coup, Mais oui, comme il oui, était oui, All-Star oui, il y l'année a Joe. dernière. C'est en dessous de Joe, par exemple, hein, on est Oui, d'accord, oui, hein. bien sûr, Mais oui, je trouve oui, ça oui, au-dessus, non, par mais exemple, de Jamorant. Je trouve ça au-dessus de Shai aussi, tu vois, par exemple, que j'aime beaucoup, moi, pour le coup, ok. Shai en défense. Ah ouais, ok. Ouais. C'est un peu les mêmes profils d'ailleurs, hein. Mais je trouve des joueurs qui ont des très bonnes lectures. Mais voilà, donc moi je suis plutôt Ok. là-dessus. Côté Trae Young, qu'est-ce que t'en penses toi? Oula. Bon, ça va être.
soit on fait en des heures et c'est interminable, soit c'est très rapide. Alors, il est pas de un, il est pas très, enfin, physiquement c'est compliqué et en plus de ça, il met pas l'implication et la motivation Ouais. nécessaire quoi. Donc c'est un peu pour parler de poids mort. Là, t'en as vraiment un quoi. Donc à voir si ça changera sur les prochains mois avec un peu plus au moins de motivation. Et là, quand t'as même pas la parfois de suivre des joueurs off-ball, etc., c'est un peu compliqué. Par contre, j'avais vu au début de saison, ça me semblait quand même un peu mieux au niveau de enfin, le physique, de toute façon, il peut rien y faire, mais au niveau de la motivation, de l'envie de proposer au moins de la volonté. Et j'ai l'impression que ça s'est un peu effrité au long de l'année. C'est le sentiment que j'ai eu. Est-ce que c'est parce que s'est rendu compte que, bon, de toute façon, c'était la saison ne menait à rien, quoi, je ne sais pas. Mais ouais, c'est vrai que on en parlait aussi pour quand on parlait du volonté et de son jeu offensif off-ball. J'ai l'impression que des fois, il y a des pertes de volonté qui sont plutôt dommages parce que ça pourrait être un joueur. Ouais, en fait, moi je trouve sur la défense, ce qui me pose souci, bon, évidemment, hein, sur l'homme, il a pas les outils pour défendre, donc c'est pas étonnant qu'il soit pas bon dans la défense sur l'homme. Il est ciblable et ciblé, pour le coup. Ouais. Mais ce qui me dérange plus, et donc c'est un vrai problème, hein, déjà ça, mais ce qui me dérange plus, c'est qu'il a aucun instinct off-ball. Tu vois, tu peux être petit et avoir un très bon, bah tu vois, on parlait de l'assist du style pourcentage, avoir un bon style pourcentage, c'est pas du tout son cas. Il fait pas d'interception. Tu vois, Chris Paul est tout petit. Chris Paul est encore plus petit que lui. Et pour le coup, Oui, oui, non, bien sûr. alors que sur l'homme il soit meilleur parce qu'il est plus tanké, on l'entend. Mais pour le coup, sur les lectures, il n'y a pas de raison, tu vois. Et l'intelligence de jeu que tu décrivais sur Jaron Fox, il l'a, donc il est capable de comprendre. Oui, Il a énormément de difficultés à rester entre le joueur et le panier, que ça soit sur l'homme ou en off-ball. Et tu vois, carrément. je regardais un peu dans le détail en préparant, c'est pas que lié à son physique. C'est lié aussi à la capacité à comprendre les situations, tu vois, quand il est embarqué dans des doubles pics, tu vois, où est-ce qu'il se positionne et tout. Je dis pas que je ferais mieux que lui, mais il fait rarement le bon choix. Je constate juste qu'il fait rarement le bon choix et qu'il se retrouve tout le temps derrière le joueur qui va au cercle, en fait. Et, et donc, pour moi, évidemment, il n'y a pas de contestation en plus sur les tirs open, il est trop petit, etc., etc. Pour moi, je me demande, tu vois, je me faisais la liste là, tu vois, sur les meneurs de jeu, on va dire le top 30 des meneurs de jeu de l'NBA. Je pense que c'est le pire en défense. J'ai pas tous réfléchi, mais ouais, ça m'étonnerait pas, Et hein. Ouais, tu vois, j'hésitais. En fait, l'autre qui m'est venu, c'est Damien Lillard, qui est quand même maintenant un peu vieillissant et ouais. qui a du mal. Mais je pense qu'il est même nettement en dessous de Damien Lillard quand même, hein. Ouais, j'avoue, j'ai pas réfléchi, mais ouais, ça m'étonnerait pas. J'avoue, il faudrait que je revoie des. Mais oui, bon, de toute façon, bas du, c'est le bas du panier, quoi. Après, qu'il soit 30e ou 28e, ça change pas grand-chose au pot. Mais Tu oui, vois, je non suis mais d'accord que c'est un pourquoi? En vrai fait, quand point je dis mort, quoi. ça, tu vois, quand je dis ça, la question que je me pose, en fait, des joueurs qui sont aussi mauvais défensivement, tu ne les fais jouer que s'ils sont incroyables offensivement. Donc en fait, si t'es aussi bas dans le top 30 des meneurs, en fait, je me pose la question si ce n'est pas le pire défenseur extérieur de toute la ligue. Du coup, Hum, parfois ouais, de conséquences, tu vois. Ce qui pour moi est quand même un souci qui fait que tu peux te faire cibler. Et là, pour le coup, on a un axe de progrès obligatoire pour pouvoir prétendre à mieux, tu vois. Tu vois, on ouais. parlait de Jalen Brunson Bah, tout à l'heure, on faisait la comparaison de lui avec Jalen Brunson. Jalen Brunson, je le trouve pas très bon en défense. Mais on est très très loin de Trae Young. On est très très loin de Trae Young quand même, tu vois. oui, oui. Non, mais en fait, ça rentre quand, dans ce qu'on disait au tout début, quasiment, que, en fait, Trae Young peut être un joueur quasi parfait, mais c'est peut-être le mec de la ligue qui doit être le mieux entouré Ouais. pour performer, parce que sur plein d'aspects, enfin plein, sur quelques aspects, il est vraiment même pas un tout petit peu autonome, quoi. Il est totalement dépendant d'autrui. Là où De'Aaron Fox est beaucoup plus peut-être middle sur plein de points, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Donc là, donc pas de surprise, hein, Oui. point Oui, pour oui, De'Aaron Fox très très largement. On parle rapidement du leadership, parce que c'est compliqué de ouais, savoir quoi en dire. On a un profil un peu plus plugin et un profil un peu plus à construire autour. Donc il y a peut-être plus de choses à c'est dire ça. sur Trae Young que de choses à dire sur De'Aaron Fox.
Moi, j'aime beaucoup ce que dégage De'Aaron Fox dans les matchs. Tu vois, c'est ce qu'on est capable de juger. Je trouve qu'il y a une vibe très très positive qui se dégage de lui. Et je trouve que c'est un mec qui embarque, notamment dans les quatrièmes cartons, vachement ses coéquipiers, qui prend la responsabilité des choses énormément et qui les décharge beaucoup. Et ça s'est beaucoup vu il y a 2 ans, quand ils ont fait les playoffs. Ça s'est moins vu l'année dernière, pour le coup. Et d'ailleurs, on sait que... Enfin, ils ont beaucoup gagné de matchs en fin de match, justement, il y a 2 ans et moins l'année dernière. Mais bon, moi, j'ai pas l'impression, effectivement, que De'Aaron Fox soit le profil, tu vois, star de franchise, à qui tu vas tout donner et qui va faire venir des joueurs, qui va faire venir des stars, tu vois, avec lui. Là où Trae Young, pour moi... Alors pour moi, Trae Young, par contre, là, pour le coup, sur ce qui ressort quand même des dernières années, c'est qu'il y a un problème quand même tu l'as beaucoup dit, mais d'investissement variable. Ouais, ça. Et donc, bon, ça, c'est quand même un vrai problème. Mais par contre, je le vois parfaitement. Je pense que tu le mets dans. Tu vois, tu le mets par exemple aux Lakers, Trae Young. Je pense qu'il va faire venir des stars. Tu mets De'Aaron Fox aux Lakers, je pense pas Ouais. qu'il y Ouais. ait des free agents qui se disent bah allez, je vais aller jouer aux Lakers pour aller jouer avec De'Aaron Fox, tu vois. Même c'est vrai qu'il a plus un star, un peu un instinct de star et je vais dire, de top 5 potentiel player NBA que De'Aaron Fox, quoi. C'est vrai qu'il a plus cette aura. C'est un peu, c'est dommage, mais c'est un peu bateau dans la partie leadership, c'est ça, mais c'est un peu cette aura de potentiel joueur qui joue la bague, quoi. Ouais, et puis même ça, Et je pense que ça joint aussi tout ce qu'on a dit depuis le début. Il a plus un profil de joueur autour duquel tu construis. ouais, Donc tout ça se retrouve sur cet aspect-là, mais avec un gros point un peu presque red flag, orange flag, qui est visiblement un investissement un peu variable, quoi. Enfin, ouais. qui là pour le coup pose vraiment Bah, problème. c'est pour ça, là j'attends vraiment pour peut-être se diriger vers la conclusion, j'attends vraiment la saison prochaine parce que pour moi, les quelques années précédentes, bon, en fait l'investissement, moi je trouve dommage d'avoir. Mais si tu as envie de le retrouver pour certains des comment dire, des arguments pour comprendre leur non-investissement, tu peux le faire. Là par exemple, Trae Young, avant, il était avec Nate McMillan au coaching, tu te dis, bon, c'est vrai que c'est pas le coach du siècle, ok, pourquoi pas. Les 2 années précédentes, il y avait Dejounte Murray qui marchait un peu sur ses plates-bandes, on va dire. Tu te dis, bon, pourquoi pas. Là, la saison prochaine, il est avec ce Quinn Snyder, il est seul maître à bord, il a pas mal de bons jeunes joueurs autour de lui. Si là, il met pas l'investissement que requiert son rôle de leader, ça a commencé à devenir plus que compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, on peut aller vers la conclusion, justement. Juste, j'ai essayé de me noter. Donc, sur la création pour soi, moi, j'ai dit que je préférais un peu Fox quand même. Toi, t'as dit que t'étais plutôt Ouais, moi, Trae je dis Young. que je suis très young. Sur la création pour les autres, je pense que c'était très, très, Oui, très, très, très net. Il y a une énorme différence entre les deux. Trae Young était largement au-dessus. Sur le go-to-play, moi, je crois que j'étais plus De'Aaron Fox et toi, tu étais plus Trae Young. Ouais, Sur la défense, ouais, l'écart c'était évident. est monumental. Est-ce que l'écart est plus important sur la... Question intéressante. Est-ce que l'écart est plus important sur la création pour les autres ou sur la défense? Moi, je pense qu'il est plus important sur la défense. Ouais, je pense aussi, mais je pense que c'est moins Ouais, la je suis complètement création. avec toi. Ouais, ouais. Il est plus important sur la défense, mais c'est moins important. Je suis complètement d'accord avec toi. Les amis, petit rajout au montage. On n'a pas l'habitude de faire ça chez Cubasket, mais là c'est un peu obligé. On a eu un petit problème son avec l'ami Ben qui a fait que la fin du podcast en fait ne s'est pas enregistrée correctement et pas utilisable. Vous avez pas manqué le plus important, c'était essentiellement une comparaison avec d'autres joueurs au même poste pour voir un peu comment on les rankait chacun en fonction des tiers. C'est pas grave, on aura sûrement l'occasion d'en reparler une fois. Ça va permettre de conclure ce podcast qui a été bien plus long que ce qu'on imaginait. On pensait pas faire 1h45 sur 2 joueurs, mais qui, à notre sens, a été quand même vraiment très sympa à faire. On espère que pour vous aussi à l'écoute, c'était cool. Et donc, on se chargera d'en faire d'autres très vite. En tout cas, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!